Parce que même si une grande partie du monde de la chasse aux tempêtes consiste en cette montée d'adrénaline face à la nature, il implique aussi bien plus de science et de patience qu'on ne le pense. Pour chaque montage de film où le ciel se fissure au-dessus de beaux acteurs, il devrait y avoir un autre montage d'écran qui clignote, de recherches interminables et de pur savoir-faire scientifique. Alors, aujourd'hui dans Weird History, tenez bien vos chapeaux et vos vaches volantes pendant que nous nous lançons dans un tourbillon à la découverte de la vie d'un chasseur de tempêtes. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne Weird History. Laissez aussi un commentaire pour nous dire quel phénomène météorologique vous souhaitez découvrir. Très bien, préparons-nous à affronter la tornade et à crier. Imaginez ceci. Vous vous tenez au milieu d'une plaine sans fin, regardant l'horizon où une colonne monstrueuse de vent tourbillonnant déchire le ciel. L'air est électrique, le ciel d'une teinte inquiétante de noir verdâtre. L'atmosphère vibre d'énergie et le sol tremble sous vos pieds comme si la terre entière retenait son souffle. Bienvenue dans le monde fantastique, périlleux et souvent mal compris de la chasse aux orages. Cependant, mettons une chose au clair. Chasser les orages n'est pas juste une aventure pleine d'adrénaline dans le couloir des tornades. Hollywood veut nous faire croire que les chasseurs passent leur journée à traverser des champs, éviter des débris et fuir des tornades vengeresses, alors qu'en réalité c'est bien moins cinématographique. Une grande partie du temps d'un chasseur d'orage se passe penché sur des cartes, à scruter des images satellites et à déchiffrer les caprices de Mère Nature. C'est un peu comme être un détective mais avec des nuages. Le chasseur chevronné Don Lloyd explique « Prévoir la chasse peut demander de nombreuses heures d'études et d'analyse de l'atmosphère, des conditions au sol et des images satellites. Ce n'est pas seulement la recherche de sensations fortes, c'est aussi une démarche scientifique. Des chasseurs comme Richard Lewis veulent parfois aussi changer les choses. À l'âge tendre de 16 ans, Lewis a été témoin des conséquences dévastatrices d'une tornade qui a frappé sans avertissement et cela l'a marqué à jamais. Il s'est lancé dans la recherche sur les tempêtes pour aider le service météorologique national à mettre au point un meilleur système d'alerte précoce. Pour le chasseur Sean McGee, le désir et le ressenti transcendent toute sensation physique pour devenir quelque chose qui nous dépasse. Il dit que pour lui, c'est une expérience spirituelle. Il y a une certaine beauté dans les tempêtes que je ne peux pas vraiment expliquer. Eh bien, si quelqu'un veut fonder une église des tornades, on pense que vous avez trouvé votre premier pasteur. L'un des chasseurs de tempêtes les plus connus était Tim Samaris, un homme dont le dévouement à la chasse aux tempêtes frôlait l'héroïsme ou l'obsession, selon la façon dont on voyait les choses. Tragiquement, Tim, son fils Paul et leur collègue Carl Jung ont été tués en 2013 lorsqu'une tornade a écrasé leur voiture. Mais ils ne roulaient pas simplement pour le plaisir sur la trajectoire destructrice. Ils étaient en mission pour étudier la partie la plus basse d'une tornade, celle qui touche réellement le sol et provoque le chaos, soulignant à la fois l'importance et le risque du travail des chasseurs de tempêtes. Vous ne comprenez pas? Eh bien c'est tordu, voilà la science dans ce qu'elle a de plus exaltant et dangereux. Il n'y a pas d'échantillon sûr ni de témoins pour mener des expériences, mais chaque année qui passe apporte de nouvelles informations aux scientifiques grâce aux courageux chasseurs sur le terrain dont les efforts contribuent à faire progresser notre compréhension de ces phénomènes mortels. Quand on pense au danger de la chasse aux tempêtes, on imagine souvent d'énormes débris ou même du bétail projeté dans les airs. Tout le monde aime la vache de Twister. En réalité, la menace la plus courante ne vient pas de la tornade elle-même, mais des dangers banals de la route. En 2022, 3 étudiants de l'université d'Oklahoma ont connu une fin tragique. Ce n'est pas à cause d'une tornade, mais parce que leur voiture a fait de l'aquaplanage sous la pluie et a été percutée par un semi-remorque en rentrant de la chasse. Greg Tripoli, professeur de sciences atmosphériques et océaniques, donne à ses étudiants des conseils tout aussi pertinents. Il est plus probable d'être blessé dans un accident de voiture que par une tornade. Il a cessé d'enseigner le cours de chasse aux tempêtes et d'emmener ses étudiants sur le terrain car l'université a arrêté de les assurer. En d'autres termes, si vous regardez à droite et voyez une tornade, puis que vous regardez à gauche et voyez une Honda Odyssey, éloignez-vous de cette Honda Odyssey. Il existe des règles tacites et d'autres clairement exprimées dans la communauté des chasseurs de tempêtes, souvent apprises à la dure. Will Foster, un autre chasseur expérimenté, a partagé quelques règles essentielles. Ne chassez pas seul, évitez les camions surélevés et par pitié, n'écoutez pas votre musique préférée à fond en fonçant vers une tempête. Chasser la nuit? Un non catégorique. La chasse se fait de jour car la visibilité peut faire la différence entre l'émerveillement et le désastre.
Il est très important de respecter ces règles. Être chasseur de tempête, c'est appartenir à une communauté unique. Des personnes partageant les mêmes idées, régulées par une force extérieure. Malgré les risques, les règles et l'épuisement physique et mental, les chasseurs de tempête ne sont pas de vrais aventuriers intrépides riches. Comme le souligne Martin Lysias, président et fondateur de la Texas Severe Storm Association, la plupart des chasseurs de tempête ne gagnent pas d'argent. Ils doivent avoir d'autres emplois et chasser les tornades sur leur temps libre. Comme beaucoup de métiers de niche, la chasse aux tempêtes est un travail de passion, voire de folie, semblable à l'écriture ou à la pratique de la magie. Même ceux qui travaillent avec des organisations comme le Laboratoire national des tempêtes violentes, de l'Administration nationale océanique et atmosphérique le font bénévolement. Les chasseurs peuvent vendre des photos ou vidéos impressionnantes aux médias, mais cela ne mène pas à la richesse. Les chasseurs de tempête connaissent bien les longs trajets. Don Lloyd a mentionné passer jusqu'à 16 heures par jour à conduire, parcourant entre 600 et 800 miles à la recherche de cette tornade insaisissable. Jennifer Brindley-Hubel, une photographe chasseuse de tempête, estime qu'elle parcourt environ 32 000 km pendant une saison de tempête. Ce mode de vie exige une passion pour l'aventure et une tolérance à la monotonie. Et encore une fois, contrairement à un travail normal où l'on est remboursé pour les kilomètres parcourus et où l'on peut déduire l'entretien de son véhicule, tout cela se fait en grande partie à leurs frais. Les conditions météorologiques n'ont pas vraiment de service des ressources humaines. Quant à l'excitation palpitante et ininterrompue promise par les films hollywoodiens comme Twister, Lloyd déclare franchement que ce film était totalement irréaliste. Il a ensuite précisé que même si le film est amusant, ce n'est pas la meilleure représentation de la chasse aux tempêtes, en disant « Nous ne sommes pas imprudents et il est rare de voir ne serait-ce qu'une seule tornade lors d'une chasse, encore moins 4 ou 5. » Certains chasseurs estiment de voir une tornade tous les 5 à 10 chasses. Le reste du temps sert à planifier précisément les itinéraires, consulter la météo et vérifier les voies d'évacuation au cas où quelque chose tournerait mal. Donc oui, ça n'a pas l'air d'être le film le plus palpitant, il vaudrait mieux ajouter quelques tornades de plus là-dedans. La majorité des chasseurs de tempête connaissent leurs limites. Même si l'attrait de s'approcher de très près d'une tornade est fort, la plupart des chasseurs savent qu'il est important de garder une distance respectueuse. Comme l'explique Don Lloyd, garder une certaine distance avec une tempête violente est un vrai défi. Un chasseur doit rester assez près pour voir clairement la tornade, mais pas au point de se faire démolir par la pluie battante et la grêle. Cet équilibre est crucial, car les chasseurs sont souvent les premiers après une catastrophe, devenant secouristes improvisés et aidant avant l'arrivée des secours. La chasse aux tempêtes n'est pas réservée aux météorologues et aux scientifiques. C'est un loisir qui attire un public varié, uni par sa fascination pour la météo. Richard Lewis, soudeur de métier, a appris seul les subtilités des modèles météo et de la prévision des tempêtes, déclarant « Je n'ai pas étudié la météorologie. J'ai appris tout seul à lire ce que montrent les modèles météorologiques pour pouvoir choisir une cible. » Mélanie Metz, chasseuse, recommande aux débutants de suivre un cours ou la formation gratuite Skywarn du Service météorologique national pour apprendre les bases de l'observation des tempêtes et de la sécurité. Et bien même le nom de leur cours d'introduction sonne bien. Historiquement, la chasse aux tempêtes a été un domaine dominé par les hommes. Mais cela change. Des organisations comme Girls Who Chase encouragent davantage de femmes à se lancer dans l'aventure. Avec près de 18 000 abonnés sur Instagram, le groupe propose des formations en ligne et valorise l'incroyable photographie de tempêtes prises par des chasseuses. Elle prouve que l'appel de la tempête n'a pas de genre. Regardez Twister. La chasse aux tempêtes mêle science, passion et audace. C'est bien plus qu'une simple poursuite. C'est un engagement à comprendre et à prédire l'une des forces les plus redoutables de la nature. Même si les dangers sont réels, ils ne sont souvent pas se montrer dans les films et ne méritent donc pas d'être idéalisés à l'excès. S'agissant des chasseurs de tempêtes, il est important de savoir que ces personnes travaillent dans notre intérêt, en essayant de comprendre ce qui, pendant des siècles, était un phénomène fou. Oui, les chasseurs de tempêtes font constamment face au danger banal des longs trajets, du mauvais temps et de l'ennui pur et simple. Mais pour ceux qui entendent l'appel du ciel sauvage, c'est une quête aussi gratifiante qu'exaltante, même s'il n'y a pas autant de vaches volantes qu'on nous l'a fait croire. Dans la soirée du 8 octobre 1871, un incendie s'est déclaré dans ou près de la petite grange de la famille O'Leary. L'incendie a duré plus de 24 heures, les pompiers luttant vaillamment contre les flammes alors qu'elles traversaient le cœur de Chicago.
En moins de 3 jours, l'incendie est devenu un brasier terrible et dévastateur qui a failli anéantir l'une des principales villes des États-Unis. Aujourd'hui dans Weird History, nous allons explorer ce qui s'est passé après le grand incendie de Chicago en 1871. D'accord, allons dans la ville aux larges épaules et aux grands incendies. Il a fallu moins de 3 jours pour que le grand incendie de Chicago détruise une grande partie de la ville. L'incendie a détruit 6 km le long du lac, laissant la ville en ruines calcinées. À la fin de tout cela, plus de 17 000 bâtiments avaient été réduits en cendres. L'incendie a également détruit 190 km de trottoirs et environ 2000 lampadaires dans le brasier. Les dégâts totaux, plus d'1 million de dollars, ce qui représentait à l'époque plus d'un tiers de la valeur totale de la ville. Pour aggraver la situation, 100 000 habitants de Chicago se sont retrouvés soudainement sans abri. La ville n'a retrouvé que 120 corps après l'incendie, avec des estimations totales de victimes dépassant les 300. La cause exacte de l'incendie reste incertaine, mais un mythe entourant l'origine du feu persiste encore aujourd'hui. Quelques jours après l'incendie, l'assureur Robert Critchell a interrogé Catherine O'Leary. Selon le récit de Critchell, O'Leary s'est rendu à sa grange le soir du 8 octobre pour traire sa vache. Apparemment, la vache de Madame O'Leary n'aimait pas se faire traire, s'est irritée et a renversé une lampe allumée. La lampe a enflammé la grange, déclenchant ainsi le grand incendie de Chicago. Jacob Schaller, un jeune livreur de lait chez les O'Leary, a rapporté une histoire similaire. Cependant, lors d'enquêtes ultérieures, Madame O'Leary a témoigné sous serment qu'elle était au lit lorsque l'incendie a commencé. Aucune preuve de culpabilité n'a été trouvée lors de l'enquête officielle. L'historien Richard Bales rapporte que Madame O'Leary, interrogée par la commission d'enquête de la police et des pompiers, a seulement déclaré « Je ne peux rien dire sur l'incendie, sauf que 2 hommes sont venus à la porte. Je pense que c'est mon mari qui est sorti, puis il est revenu en courant et a dit « Kate, la grange est en feu. » Je suis sorti en courant, la grange était en feu. Je suis allé à la grange, mais je ne pouvais rien ajouter sur l'incendie. Ça a plus de sens. Je ne trayais pas les vaches la nuit. Pourtant, l'histoire a captivé le public pendant des décennies. Une version de la chanson populaire « Une chaude soirée dans la vieille ville ce soir » incluait un couplet sur O'Leary. Une nuit sombre, alors que nous dormions, Madame O'Leary a laissé une lanterne dans la remise. La vache l'a renversée, a cligné de l'œil et a dit « Il va y avoir une chaude soirée dans la vieille ville ce soir. » C'est un air entraînant. Le journal The Independent Record de Helena dans le Montana affirmait qu'une chanteuse de vaudeville, Flossie Nash, avait écrit la nouvelle version de la chanson. Après avoir chanté la nouvelle chanson à Chicago, elle a séduit les amateurs de vaudeville locaux. Même si la version originale de la chanson n'est pas liée à l'histoire de Madame O'Leary, elle est ensuite devenue pendant longtemps une chanson de feu de camp. Quant à l'histoire elle-même, un journaliste a affirmé en 1893 qu'il s'agissait d'un canular. Michael Ahern du Chicago Republican a affirmé qu'il avait tout inventé avec quelques-uns de ses collègues, John English et James Haney. Cherchant une cause à l'incendie, ils ont choisi la cible la plus facile à blâmer, une vache. En fin de compte, la cause exacte de l'incendie reste inconnue. Et en 1997, le conseil municipal de Chicago a officiellement exonéré Catherine O'Leary de toute faute dans l'affaire de l'incendie. Mais qu'en est-il de la vache ? Peu après la fin de l'incendie, les rumeurs sur la cause du sinistre circulaient déjà. L'Evening Post a indiqué que l'incendie avait débuté dans une grange, possiblement à cause d'un cigare ou d'une pipe allumée. D'autres journaux ont relayé des histoires similaires. La vache de Madame O'Leary était une théorie populaire, mais d'autres évoquaient des complots plus sinistres. À Cincinnati, le révérend Granville Moody déclara « C'est un jugement rétributif sur une ville qui a montré tant de dévotion dans son adoration du veau d'or. C'est peut-être dur, mais c'était pire près de chez nous. » Le Chicago Times a avancé l'une des théories les plus étranges, publiant en une que l'incendie aurait été causé par des agents de la Commune de Paris. L'auteur de l'article était Wilbert Fisk Story, le père du journalisme jaune et alors propriétaire du Chicago Times. Ah, le journalisme jaune, le clickbait original. Plus tôt cette année-là, le gouvernement révolutionnaire de la Commune de Paris a régné sur Paris jusqu'à ce que le gouvernement français réprime leur révolution.
Dans une dernière tentative de révolte contre Versailles, la Commune a embrasé la ville. L'incendie de Chicago évoquant celui de Paris, Story publia un récit extravagant dans l'ancien Chicago Times, accusant certains de ses agents d'avoir mis le feu à la ville. Des poètes aux journaux de la Nouvelle-Orléans, les gens dénigraient Chicago. Beaucoup craignaient que Chicago ne se relèverait jamais de l'incendie. Un journal de la Nouvelle-Orléans était particulièrement sûr du sort de la ville, écrivant « Chicago sera comme la Carthage d'autrefois. Sa gloire appartiendra au passé, non au présent, tandis que ses espoirs, autrefois si brillants et sans nuages, seront à jamais ternis et assombris par la fumée de son destin enflammé. » Cependant, pour de nombreux habitants de Chicago, les conséquences de l'incendie se sont transformées en une occasion de se relever et de grandir. L'entrepreneur de Chicago et copropriétaire du Chicago Tribune, William Bross, a conseillé à ses investisseurs de la côte Est de s'y précipiter en disant aux hommes plus âgés d'y envoyer leurs fils et aux plus jeunes de s'y installer eux-mêmes. Bross leur a dit qu'ils n'auraient plus une telle chance de gagner de l'argent. Il a prédit que les habitants de la ville reconstruiraient Chicago en 5 ans et que d'ici 1900, la population pourrait atteindre au moins 1 million. Ces prédictions étaient très exactes. La plupart de la ville a été reconstruite en quelques années, mais les travaux n'ont pris fin qu'aux années 1880. En 20 ans, Chicago est passé de 300 000 à 1 million d'habitants, devenant ainsi la 3e ville la plus peuplée des États-Unis. Juste après l'incendie, le maire de Chicago a signé des décrets exécutifs visant à protéger la ville. Cela incluait l'interdiction de fumer, des horaires restreints pour les saloons et l'interdiction des hausses abusives des prix des produits essentiels comme le pain. L'armée américaine a également placé Chicago sous la loi martiale. Après la catastrophe, la peur des pillages a gagné la ville. Le Chicago Evening Journal a mis en garde le public en écrivant « La ville est infestée d'une horde de voleurs, de cambrioleurs et de coupe-gorge déterminés à piller, et qui n'hésiteront pas à incendier, piller et même tuer dès qu'ils estimeront pouvoir le faire en toute sécurité. » Eh bien, c'est une façon de le dire. La solution de Chicago a été d'engager la police préventive d'Alan Pinkerton pour protéger les zones incendiées après le sinistre. Premier détective de police de Chicago en 1849, Alan Pinkerton avait déjà une carrière remarquable avant le grand incendie. Travaillant avec son agence de détective Pinkerton, il a dirigé le service de renseignement de l'Union pendant la guerre de sécession, a empêché des braquages de trains et a déjoué un complot d'assassinat contre le président Lincoln en 1861. Son agence a surtout poursuivi Jesse James et plusieurs autres célèbres hors-la-loi du Far West en 1870. Je vous recommande de regarder notre vidéo sur l'agence Pinkerton. Un an plus tard, l'agence Pinkerton est venue dans le quartier incendié pour empêcher les pillages. Pinkerton a affirmé que quiconque surpris à voler serait exécuté immédiatement. L'ordre l'énonçait sans aucune ambiguïté, disant « Aucune pitié ne leur sera accordée, mais la mort sera leur sort. » Alors que la ville brûlait, 2 marchands décidèrent de lancer plutôt la reconstruction. Situés au milieu des décombres des rues de Dearborn et en face de l'ancienne poste, les marchands Schock et Bigford vendaient des marchandises sur une table. Ils voulaient les vendre aux anciens prix pour soutenir les habitants de leur ville sans chercher le profit. Si vous aviez envie de cigares, de tabac, de raisins ou de cidre après l'incendie, Schock et Bigford étaient ceux qu'il fallait aller voir. À l'angle des rues Dearborn et Park, l'agent immobilier William D. Kerfoot a installé une cabane en bois pour relancer son activité. Il a affiché une pancarte où l'on pouvait lire « W.D. Kerfoot, tout perdu sauf femme, enfants et énergie ». Après avoir perdu ses documents dans l'incendie, il a travaillé dur pour reconstruire son entreprise. Sa ténacité a payé et il a gagné des millions en attirant plus de gens de l'Est durant la reconstruction de la ville. Malgré les énormes dégâts de l'incendie, les habitants de Chicago pensaient que leur ville se relèverait. Le maire de Chicago s'est engagé à maintenir l'ordre, soulager la souffrance et protéger les biens. La ville a construit 5000 maisons temporaires en une seule semaine. Chaque logement avait 2 pièces, literie, poêle et charbon. Une semaine après l'incendie, le révérend Robert Collier a prononcé un sermon devant les ruines de l'église Unity, leur disant « Nous n'avons pas perdu, tout d'abord, notre situation géographique.
La nature a réuni les lacs, les forêts et les prairies en assemblée bien avant notre naissance. Et ils ont décidé qu'à cet endroit, une grande ville serait construite. L'année suivante, l'église Unity a été reconstruite et a de nouveau accueilli sa congrégation unitarienne. D'autres que les marchands et révérends croyaient aussi en la résilience de Chicago. Le Chicago Tribune affirmait que Chicago renaîtrait de ses cendres. Dans un éditorial, Joseph Mettal incitait les citoyens de Chicago à garder le moral et à faire confiance à la ténacité de la ville. Un autre éditeur, John Stephen Wright, partagea ce sentiment. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de l'avenir de Chicago, il a répondu « Chicago aura plus d'hommes, plus d'argent, plus d'entreprises dans 5 ans qu'elle n'en aurait eu sans l'incendie. » Le compositeur George Frederick Root, qui a écrit « The Battle Cry of Freedom », a également composé quelques chansons sur la renaissance de Chicago, notamment « From the Ruins Our City Will Rise » et « Passing Through the Fire ». Cette persévérance a fait avancer la ville, contribuant à sa transformation en la grande métropole actuelle. À la suite de toute catastrophe, un fonds de secours peut être une aubaine pour les efforts de reconstruction. Le fonds de secours de Chicago a été un succès considérable. La législature de l'Illinois a fourni $1 million pour restaurer des infrastructures telles que les routes et les ponts. La ville de Saint-Louis a contribué avec $1 000 en espèces, ainsi que des vêtements et des fournitures. Des banquiers de la côte Est ont accordé des crédits à la ville pour les aider à financer les efforts de reconstruction. Cincinnati, malgré la mauvaise interprétation du révérend Moody sur la cause de l'incendie, a mis en place des soupes populaires pour les citoyens de Chicago, en plus d'un don généreux de $1 000. Environ $1 million d'aide sont également venus de près de 30 pays étrangers. Le président Ulysses S. Grant a aussi contribué à l'effort de secours, offrant $1 000 de ses fonds personnels. La ville a collecté environ $1 million pour les fonds de secours, entièrement utilisés pour sa reconstruction. En 1872, les journaux déclaraient qu'il ne restait plus de ruines, à l'exception d'une seule arche sur Dearborn Street. Les visiteurs de la ville s'émerveillaient devant la construction quasi constante qui avait lieu à l'époque. La ville s'est remise du feu si vite qu'elle a dépassé la prédiction de Bross d'1 million de nouveaux habitants avec 10 ans d'avance. Les habitants de Chicago étaient fiers de leur ville reconstruite, à tel point qu'un essayiste du Lakeside Monthly a écrit « C'est une métropole sans égale ». Elle en a fait la preuve par son esprit indomptable, la solidité de sa structure, le développement d'une vitalité sans relâche, d'une foi inébranlable et d'un irrésistible élan de progrès. Après l'incendie, la ville a imposé de nouvelles lois obligeant à améliorer les matériaux de construction. Les nouveaux bâtiments devaient désormais utiliser briques, marbre et calcaire au lieu du bois. De plus, la reconstruction de Chicago préoccupait tout le monde. Les constructeurs de Chicago voulaient vite rebâtir leur ville. Ils ont commencé la construction de nouveaux bâtiments immédiatement, parfois même avant que les architectes n'aient terminé leurs plans. Vous voyez où cela mène. Les entreprises ont ignoré les lois, utilisant du bois à la place de la pierre. Certains construisaient l'intérieur en bois et utilisaient la pierre pour les murs extérieurs. La forte demande de bâtiments et de logements permettait souvent aux entrepreneurs de s'en tirer malgré de telles infractions. Il semble que les entrepreneurs n'aient pas retenu les erreurs passées de la ville. Tout a atteint son paroxysme en 1874, lorsqu'un deuxième incendie de Chicago a éclaté dans la ville. Cet incendie a brûlé 47 acres, détruit 812 bâtiments et causé la mort d'au moins 20 personnes et collésiers. Ensuite, le Conseil national des assureurs a annulé les assurances des habitants en attendant d'importantes modifications des codes d'incendie et de construction de Chicago. Il demandait la réorganisation de la direction des pompiers et l'interdiction de construire des bâtiments en bois en ville. La ville a mis en place une surveillance contre les incendies cet automne-là. Plus tard, des conduites d'eau élargies et des issues de secours en métal ont été installées, menant finalement à certaines des réglementations anti-incendie modernes que nous connaissons aujourd'hui. Finalement, le grand incendie de Chicago a sans doute influencé l'apparence de la deuxième ville américaine. Après l'incendie ayant chassé les petites entreprises du centre-ville, le quartier commercial s'est ouvert aux grandes compagnies. Ces organisations se sont installées dans la région, ouvrant la voie à un nouveau type de bâtiment, le gratte-ciel.
Les architectes William le baron Jenney et Daniel Burnham ont conçu de nouveaux gratte-ciel épurés qui ont fini par s'imposer. Appelés style commercial ou école de Chicago, ces gratte-ciel ont lancé une tendance qui perdure. Dans les années 1870, Jenney a conçu le Portland Block et le Leiter Building. Plus tard, il a créé le premier bâtiment avec une structure en acier, le Home Insurance Building, de 10 étages en 1884. Sans besoin de reconstruction après l'incendie, l'école de Chicago n'aurait sans doute pas prospéré ni acquis le statut de référence des gratte-ciel modernes. Julia Brown, également connue sous le nom de Tante Julia, était la guérisseuse de la communauté du petit village de Frenier, en Louisiane. Frenier a été complètement anéanti par la grande tempête de 1915, le jour des funérailles de Brown. Et la rumeur dit que tout cela était dû à une malédiction vaudou lancée par Tante Julia elle-même. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment, après qu'un ouragan ait dévasté une ville de Louisiane, les habitants ont cru que le vaudou pouvait être responsable. Frenier s'appelait autrefois Schlosser, du nom des frères Martin et Adam Schlosser, immigrants allemands installés dans la région. La ville était située juste à l'est de la Nouvelle-Orléans, directement sur les rives du lac Pontchartrain. Les frères Schlosser ont choisi cette région à l'origine pour exploiter le bois et avec le temps, plus de 25 autres familles les ont rejoints dans leur colonie. Cependant, l'industrie du bois étant trop concurrentielle, les frères n'ont pas pu maintenir leur entreprise à flot. Heureusement pour tout le monde, Frenier s'est avéré être un environnement idéal pour la culture du chou. Le chou, bien sûr, est l'ingrédient principal de la choucroute, ce qui n'a pas échappé aux frères allemands. Voyant une opportunité, les Schlosser ont changé de métier. Après que la compagnie New Orleans, Jackson and Great Northern Railroad a construit une ligne dans la région en 1854, les frères Patin ont exporté de la choucroute vers Chicago. Cette fois, leur entreprise a été un immense succès. En fait, le commerce de la choucroute allait soutenir pratiquement toute la ville pendant des décennies. Malgré ce changement de fortune, la vie à Frenier n'était toujours pas facile. La ville n'avait ni électricité ni route, et surtout pour notre histoire, aucun médecin. Bien qu'on ne sache pas grand-chose avec certitude sur Julia Brown, au moins on peut dire qu'elle était bel et bien une personne réelle. Beaucoup de contes, légendes et histoires s'inspirent de personnes réelles, et la vie de Julia Brown est documentée. Selon les registres du recensement, Julie est née vers 1845 et son nom de jeune fille était Bernard. À un moment donné, elle a épousé un homme nommé Célestin Brown et plus tard, elle a installé sa modeste pratique de guérisseuse sur un terrain accordé à son mari par le gouvernement. Nous savons également que Julia Brown a hérité de ce terrain en 1914, peu de temps avant son décès, qui a été enregistré le 28 septembre 1915. Un article de journal dans le New Orleans Times-Picayune, écrit après sa mort, la décrivait comme une grande propriétaire foncière bien connue dans cette région de la Louisiane. La religion connue sous le nom de vaudou louisianais a évolué à partir d'une pratique traditionnelle ouest-africaine appelée vaudun, qui signifie esprit dans les langues Fang et Awe, parlées au Bénin et au Ghana. En tant que religion, le vaudin se concentre sur le sacrifice, le culte des ancêtres et les rituels. Cependant, la traite atlantique des esclaves a amené de nombreux Africains aux États-Unis où leurs pratiques religieuses ont été découragées et violemment réprimées. Beaucoup de ces Africains réduits en esclavage ont continué à adhérer à leurs croyances d'origine. Avec le temps, un syncrétisme a fusionné le vaudin, le christianisme catholique romain et le vaudou haïtien, donnant naissance au vaudou de Louisiane. Souvent confondu avec d'autres religions comme le vaudou haïtien et le houdou du Low Country, le vaudou de Louisiane implique la guérison, la protection et, dans de rares cas, le fait de nuire à d'autres personnes grâce à l'utilisation d'amulettes et de charmes appelés gris-gris. Le vaudou n'a pas de théologie formelle ni de divinité universellement reconnue, mais de nombreux noms de divinités mineures ont été recensés au XIXe siècle. On peut citer, entre autres, Grand-Père Serpent à Sonnette, Vaudou Magnon, Papa Léba, Enzenker, Monsieur Ensanque, Charlot, Monsieur Dany, également connu sous le nom de Blanc Dany. Malheureusement, tout comme aujourd'hui, le vaudou était une foi largement incomprise au début du XXe siècle. Même si les prêtres vaudous sont souvent vus comme des guérisseurs bienveillants, beaucoup les associent à la magie noire et aux malédictions, une perception renforcée par la culture populaire moderne. Ce stéréotype est particulièrement associé à l'idée du zombie,
une forme de mort-vivant créée en réanimant un cadavre. On pense que le terme zombie dérive finalement du terme bantou du Congo Nzombi, qui signifie Dieu. Les zombies sont célèbres dans la culture populaire grâce aux films de George Romero, comme La Nuit des Morts Vivants et d'autres titres avec morts vivants. Fait intéressant, les films de Romero utilisent rarement le terme zombie pour désigner leurs monstres. Le réalisateur s'est lui-même dit surpris que le mot soit lié à ce qu'il appelait simplement des ghouls. Selon le folklore, Julia Brown était connue pour ses prédictions et prémonitions, et si certaines étaient banales, beaucoup d'autres étaient des plutôt inquiétantes. On dit qu'elle s'asseyait souvent sur son perron et chantait ses prémonitions sous forme de chansons. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces chansons faisaient parfois une peur bleue aux habitants du coin. Par exemple, sa chanson la plus célèbre fut l'une de ces dernières. Bien que personne ne connaisse la mélodie, les paroles auraient été « Un jour je vais mourir et emporter toute la ville avec moi ». Vous pensiez que vos voisins étaient bousans. Bizarre. Beaucoup attribuent la malédiction qui a détruit Frenier à cette chanson, bien que tous ne pensent pas que Brown l'ait voulu. Selon une prêtresse vaudou moderne, le vaudou ne concerne pas tant les malédictions que la guérison. Elle pense cependant que Brown protégeait peut-être la ville et tentait d'avertir les habitants de la tempête. Même si cette interprétation contre-intuitive ne peut être écartée, il semble évident que pour avertir les gens, elle aurait pu chanter simplement « Une tempête arrive pour détruire la ville ». Faites vos valises, partez en vacances, prenez une chambre à l'hôtel ou chez un ami, ou peut-être faites du camping. Ce n'est pas aussi énigmatique, mais cela aurait probablement sauvé plus de vies. Légende de la malédiction mise à part, Julia Brown semblait se soucier de sa communauté à Frenier. Grâce à des remèdes naturels, des herbes locales et des connaissances médicales, elle jouait sans doute le rôle de guérisseuse du village, appelée traiteuse en Louisiane. Faute de médecins et de professionnels de santé, elle faisait peut-être aussi office de sage-femme du village. Bien que les habitants de Frenier comptaient sur elle, ils ont fini par considérer Brown comme acquise, ne la sollicitant qu'en cas de besoin et l'évitant autrement. En réalité, il n'est pas clair qu'elle ait vraiment été prêtresse vaudou ou non, mais de nombreux habitants semblent croire qu'elle s'est au moins adonnée à la magie noire. Malgré leur méfiance envers les prédictions de Brown, de nombreux habitants de Frenier ont assisté à ses funérailles, certains par peur, d'autres par culpabilité. Ils voulaient lui rendre hommage pour compenser la façon dont ils l'avaient maltraitée, mais il était peut-être trop tard pour se racheter. D'après les archives, c'est alors qu'ils étaient tous réunis aux funérailles que tout a commencé à tourner au cauchemar. Quelle que soit l'intention derrière la chanson de Julia Brown, elle avait raison à propos de la tempête. Il a commencé à pleuvoir dans la nuit du 28 septembre 1915, le même jour où Julia est morte, exactement comme elle l'avait prédit. À 17h30, le 29 septembre, l'ouragan a frappé la Louisiane de plein fouet. La tempête a balayé le golfe du Mexique depuis les Caraïbes, apportant des vents atteignant 210 km/h, plus de 20 cm de pluie et une onde de tempête de 4 mètres. Le lendemain, le temps s'est éclairci, mais il était déjà trop tard pour sauver quelqu'un. La tempête avait coûté la vie à environ 275 à 300 personnes et causé pour environ $1 million de dégâts. À Frenier et dans les villes voisines de Rudock et Napton, la tempête a été désastreuse. L'onde de tempête a rasé tous les bâtiments de la région, emporté les voies ferrées et renversé les cyprès. 25 habitants de Frenier ont péri en tentant de se réfugier dans la gare ferroviaire lorsque le bâtiment s'est effondré. Selon un article du 2 octobre 1915 dans le New Orleans Times-Picayune, le corps de Brown avait été abandonné en plein enterrement lorsque la tempête a frappé. Après la tempête, son corps a été retrouvé, mais son cercueil n'a jamais été retrouvé. Le sud des États-Unis a connu 2 ouragans importants à 1 mois d'intervalle en 1915. Le premier a touché Galveston au Texas mi-août, puis l'ouragan de la Nouvelle-Orléans fin septembre. L'ouragan de Galveston a fait 400 victimes, tandis que la grande tempête de 1915 a frappé le sud de la Louisiane pendant toute une journée. 300 personnes ont péri dans la région de la Nouvelle-Orléans. Selon certaines sources, tous les habitants de Frenier, sauf 2, sont morts. Les 2 survivants étaient absents ce jour-là. Ces 2 tempêtes se sont produites pendant la saison des ouragans de l'Atlantique, qui dure de juin à novembre. Les habitants de la Nouvelle-Orléans ont été avertis quelques jours avant la tempête,
Mais Frenier et les villes voisines n'ont pas eu le temps de recevoir l'alerte. Frenier était un petit village fondé lors de la création de la gare entre la Nouvelle-Orléans et Rudock, une ville forestière au nord-ouest de la Nouvelle-Orléans. La population de Rudock, environ 1000 habitants, dépassait largement celle de Frenier, mais elle n'était pas non plus prête pour un ouragan majeur. Il est aujourd'hui difficile d'imaginer que la technologie moderne nous relie facilement à des personnes dans les endroits les plus isolés du monde. Faute d'électricité et de routes, il était impossible de prévenir les petites villes du lac Pontchartrain de l'arrivée de la tempête. En fait, il fallait parcourir 8 à 16 km à travers un marécage pour s'y rendre depuis la ville voisine de la place. Et compte tenu du temps, un tel voyage aurait presque certainement été mortel. Sans avertissement, la tempête a emporté Rudock et Frenier. Les ouragans demeurent un danger majeur pour la Louisiane aujourd'hui. Encore en 2021, l'ouragan Ida a traversé l'État, tuant au moins 12 personnes, laissant plus de 90% de la Nouvelle-Orléans sans électricité et causant des milliards de dollars de dégâts. Aujourd'hui, Frénières est un petit village de pêcheurs avec quelques maisons et un restaurant. Ce lieu isolé est apprécié des habitants et est populaire pour les excursions dans les marais et la pêche. Une grande partie de la ville a été détruite et n'a jamais été reconstruite, ni retrouvé sa taille d'avant l'ouragan de 1915. Certains habitants pensent que le fantôme de Julia Brown hante encore aujourd'hui le marais près de Frenier. Son visage fantomatique aurait été aperçu au bord du lac, ricanant devant les passants. Beaucoup de gens visitent aussi la fosse commune du cimetière de Frenier et ont rapporté avoir entendu une voix étrange chanter sa chanson tristement célèbre. Les gens évoquent les catastrophes comme si c'était mauvais, ce qui est compréhensible car ça l'est. Mais cela ne change pas le fait que l'histoire humaine a, dans une large mesure, été façonnée par des catastrophes naturelles. Alors, aujourd'hui, nous allons jeter un œil aux grandes catastrophes qui ont changé l'histoire de manière inattendue. Il est temps d'obtenir votre master en catastrophe. S'il y a une chose que vous savez sur les volcans, vous savez qu'ils sont des montagnes percées au sommet, éjectant de la lave. Mais si vous en savez deux choses, tant mieux pour vous, c'est qu'ils comptent parmi les forces les plus dévastatrices sur Terre. Et si vous connaissiez trois choses sur les volcans, ce serait que le bicarbonate de soude et le vinaigre ne font pas bon ménage. L'éruption de 1815 du mont Tambora en Indonésie, la plus meurtrière de l'histoire humaine, fut un événement véritablement cataclysmique, estimé avoir tué 100 000 personnes rien que lors de son explosion initiale. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que son impact ne se fasse sentir à travers le monde entier. En plus d'une perturbation météorologique de 3 ans, cela a aussi causé de nombreuses mauvaises récoltes. De plus, une nouvelle souche de choléra est apparue dans la baie du Bengale à cause de la baisse des températures due à l'éruption. Bientôt, elle s'est propagée à travers le monde, faisant des dizaines de millions de victimes. Vraiment classe, Mont Tambora, vraiment classe. Peu de pandémies ont été aussi dévastatrices que la peste noire, mais parfois, il faut juste essayer de voir le bon côté des choses. Le bon côté, dans ce cas, commence avec la peste noire qui a ravagé l'Europe au 14e siècle, décimant aussi bien les paysans que les princesses. D'accord, ce n'est pas très positif, mais la peste a tué tant de gens que de nombreux aspects de la vie européenne ont dû être réorganisés. De nombreux changements étaient en réalité positifs. Par exemple, la peste noire a causé une forte pénurie de main-d'œuvre. Cela peut sembler négatif, mais des études récentes montrent que cette pénurie a renforcé le pouvoir économique et politique des travailleurs encore vivants, surtout les serfs. Ils ont rapidement commencé à réclamer de meilleures conditions de travail et dans les régions les plus durement touchées par la peste noire, l'institution séculaire du servage a commencé à s'effondrer. Si vous êtes heureux de ne pas être serf, remerciez la peste noire, mais envoyez-lui plutôt un email que de la remercier en personne. Avant que la COVID-19 ne lui vole la vedette, la grippe espagnole était sans doute la pandémie à laquelle la plupart des gens pensaient quand ils pensaient aux pandémies. La maladie a ravagé le globe de 1918 à 1919, prenant finalement la vie de 50 millions de personnes et en infectant beaucoup d'autres. La maladie semble également avoir eu un impact sur ceux qui sont nés peu de temps après. Ceux nés en 1919 étaient nettement plus susceptibles de développer des maladies cardiaques et du diabète plus tard dans leur vie, bien que cela ne soit devenu évident que bien plus tard. Il a également été avancé que la grippe aurait d'une certaine manière déclenché une épidémie d'encéphalite léthargique, une étrange maladie du sommeil qui est apparue à la même époque. Aucun lien direct trouvé, mais la grippe espagnole était si grave qu'on ne serait pas surpris qu'elle en soit responsable.
Les fans de The Crown se rappelleront sûrement du Grand Smog, élément central de l'épisode de la première saison Act of God, sauf si vous aviez mis la série en fond pour du Netflix and Snog. Pour tous ceux qui n'ont pas fait attention à cet épisode, une combinaison de conditions météorologiques et l'utilisation massive du charbon ont provoqué une nappe de pollution qui a recouvert une grande partie de Londres, entraînant de graves problèmes de santé et de nombreux décès parmi ses habitants. En bref, le Grand Smog a été une façon terrible de terminer l'année 1952 et on peut se demander pourquoi ils ne l'ont pas appelé le smog pas si grandiose. Pour beaucoup de Londoniens, utiliser du charbon était à la fois symbolique et pratique, lié à l'idée de foyer particulièrement importante après la Seconde Guerre mondiale. Heureusement, avec la fin de la guerre, les gens pouvaient arrêter de faire semblant que le smog ne les dérangeait pas et de nombreuses réglementations environnementales concernant l'utilisation du charbon ont été mises en place dans les décennies suivantes. L'incendie de l'usine Triangle Shirtwaist, qui a duré moins de 20 minutes, a eu de grandes conséquences pour le monde du travail américain, en plus des effets sur les victimes. Ce qui n'était qu'un petit incendie a vite consumé tout le bâtiment. À cause de lois du travail alors très strictes, les portes étaient verrouillées pour empêcher les ouvriers de sortir pendant des pauses non autorisées. Les conséquences furent catastrophiques. Beaucoup d'ouvriers, non brûlés sur le coup, ont sauté vers la mort en tentant de s'échapper. Le drame marqua profondément Frances Perkins, témoin de l'incendie, qui devint plus tard secrétaire au travail sous Franklin Delano Roosevelt, première femme à un poste ministériel. Arrivée à Washington, elle devint une défenseuse des droits des travailleurs et joua un rôle clé dans la création de la sécurité sociale, transformant la relation des citoyens américains avec leur gouvernement. Quand avez-vous vu quelqu'un porter un corsage pour la dernière fois? Je suppose qu'ils ont disparu lors de l'incendie. L'inondation de Johnston, ou Grande inondation de 1889, est l'une des pires inondations survenues aux États-Unis. Elle a coûté la vie à plus de 2000 personnes et a causé des millions de dollars de dégâts. Les habitants de cette ville de Pennsylvanie ont dû lutter contre le South Fork Fishing and Hunting Club, qui avait modifié un barrage, réduisant son efficacité et provoquant l'inondation. Cependant, le club n'a pas été jugé responsable des dégâts, ce qui, au final, n'avait pas d'importance puisque le club ne possédait aucun actif qui aurait pu servir à indemniser les victimes de toute façon. Même si la plupart des poursuites ont échoué, cela a eu un effet inattendu. L'indignation publique a entraîné un changement majeur dans la législation américaine. Au lieu d'un système basé sur la faute, la loi serait désormais fondée sur la responsabilité stricte, ce qui facilite la mise en cause des personnes pour les conséquences de leurs actes, que ces actes aient été commis ou non avec une intention criminelle. Dire « mais nous n'avions pas l'intention d'inonder votre ville » n'est plus une excuse valable. La tristement célèbre famine de la pomme de terre en Irlande, causée par une maladie qui a touché les pommes de terre dans toute l'Europe, fut l'un des événements les plus marquants de l'histoire irlandaise du 19e siècle, changeant fondamentalement de nombreux aspects de la culture et de la société du pays. L'un des impacts majeurs de la famine fut l'émigration de nombreux Irlandais vers d'autres régions du monde, notamment les États-Unis. Par exemple, dans un de ces caprices de l'histoire, la famine allait donner naissance à l'une des dynasties politiques les plus influentes des États-Unis, les Kennedy. John F. Kennedy et ses frères venaient de familles irlandaises. Les Fitzgerald, la famille de leur mère, avaient quitté l'Irlande principalement à cause de la famine. Sans la famine, la famille Kennedy n'aurait sans doute jamais atteint une telle puissance politique. C'est ce qu'on appelle la chance des Irlandais. À l'exception de la famine et des événements touchant les Kennedy dans les années 60, San Francisco a subi un nombre important d'effets sismiques au cours de son histoire, principalement en raison de la situation de la ville le long de la faille de San Andreas, mais aussi grâce à quelques saisons incroyables des 49ers. J'ai raison les gars, revenons au tremblement de terre. Un séisme en 1906 a provoqué d'importants dégâts matériels et de nombreuses pertes humaines. Cependant, l'impact des dégâts s'est rapidement étendu au-delà de San Francisco. Un point clé fut le montant versé par les assureurs britanniques à leurs clients californiens. Cela a, à son tour, entraîné une pression financière importante, la crise de la Knickerbocker Trust Company et la panique qui a suivi en 1907. À l'époque, nous donnions des noms adorables à des sujets graves. Le chaos financier qui en a résulté a conduit à une demande accrue de réforme du système financier et, après plusieurs lois, à la création de la Réserve fédérale. Le séisme de 1906 a été si fort qu'il a bouleversé l'économie et entraîné la création d'une nouvelle entité gouvernementale. Mais a-t-il remporté 5 championnats du Super Bowl entre 1981 et 1994? Non, seuls les 49ers peuvent faire cette affirmation.
Aux États-Unis, les années 1930 ont été à la fois traumatisantes et marquées par une excellente musique swing. C'est donc match nul. En plus des terribles conditions économiques imposées par la Grande Dépression, beaucoup de ceux qui vivaient dans les Grandes Plaines ont été forcés de partir à cause du Dust Bowl, qui a vu les couches superficielles du sol arrachées par des vents violents et des tempêtes de poussière féroces, perturbant tout le système agricole du pays pour ne rien arranger. Avec la dépression, le Dust Bowl a nécessité une intervention du gouvernement pour lutter contre l'écrasante pauvreté. La Works Progress Administration allait employer de nombreuses personnes dans divers métiers, y compris des artistes. Par exemple, les œuvres de photographes renommés comme Dorothea Lange offrent un portrait saisissant de la vie américaine dans les années 1930. Ainsi, cette période est l'une des mieux documentées de l'histoire américaine. C'est l'art né de l'adversité. Nous n'avons même pas évoqué le classique de Steinbeck, Les raisins de la colère, sur une famille déplacée par le Dust Bowl cherchant un nouveau rêve américain en Californie. Ah, si, c'est fait. Le Coconut Grove Nightclub semble être un endroit très amusant, jusqu'à ce qu'on ajoute le mot « incendie » à la fin. Survenu en 1942 à Boston, l'incendie du Coconut Grove Nightclub a tué près de 500 personnes. Si cela vous semble être trop de monde pour une boîte de nuit, eh bien, vous avez raison. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, le club était incroyablement surpeuplé. Il était bondé et il n'y avait qu'une seule sortie, ce qui rendait presque impossible la fuite de nombreuses personnes. Cependant, comme c'est si souvent le cas avec ces terribles événements, il y a eu un bénéfice sociétal inattendu. Les hôpitaux accueillant les victimes ont optimisé le traitement des brûlures traumatiques. À l'hôpital Mass General, l'établissement a contredit la pratique médicale de l'époque en couvrant les brûlures au lieu d'en retirer les tissus abîmés. Cette pratique, efficace contre les infections, a permis de nombreuses avancées dans le traitement des brûlures graves, mais a peu profité à l'industrie de la vie nocturne. Venez à l'endroit qui a révolutionné le traitement des brûlures et bien moins vendeur que Soirée des Dames. L'explosion de la météorite de Tcheliabinsk, qui a failli frapper la Russie en 2013, a été un événement viral capturé par des dizaines de caméras embarquées dans ce pays notoirement peu accueillant pour les conducteurs. Cependant, l'arrivée surprise de l'envahisseur extraterrestre et l'explosion qui a suivi n'avaient rien de drôle. Alors aujourd'hui, nous allons jeter un œil à une météorite qui a frôlé la Russie en 2013. Accrochez-vous à quelque chose car celle-ci va être explosive. Juste à l'est des monts Oural, le long de la rivière Mias, se trouve la ville de Tcheliabinsk. Connue comme la porte de la Sibérie, Tcheliabinsk est un centre industriel important avec une population de plus d'1 million d'habitants et c'est la 7e plus grande ville de toute la Russie. Ces 1 million de citoyens ont vécu le choc de leur vie, au sens propre comme au figuré, le matin du 15 février 2013 lorsqu'une météorite est entrée dans l'atmosphère terrestre et a explosé au-dessus de la ville vers 9h30. Même ceux qui n'ont pas vu la météorite entrer dans l'atmosphère ont trouvé impossible d'ignorer l'arrivée de ce rocher venu de l'espace. La lumière, la chaleur et le bruit du voyageur extraterrestre ont attiré l'attention de tous, comme seule une explosion interstellaire peut le faire. Pour certains, ce n'était qu'un réveil brutal, mais pour d'autres, c'était un événement bien plus grave. La météorite de Tcheliabinsk ne mesurait que 20 mètres de diamètre, soit environ 1,5 fois la longueur d'un bus Greyhound, ce qui peut sembler moins grave selon ce que vous pensez des bus. Mais la taille ne fait pas tout, surtout lorsqu'il s'agit de missiles venus de l'espace. En fait, malgré sa taille relativement modeste, la météorite a eu un impact énorme sur la ville, même si elle n'a jamais réellement frappé la Terre. À quel point l'explosion de la météorite de Tcheliabinsk était-elle intense? Eh bien, la puissance de son explosion était supérieure à celle d'une arme de destruction massive, au moins 30 fois plus puissante que l'explosion de la bombe atomique larguée sur Hiroshima à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une explosion énorme. Vu les dégâts causés par le bombardement d'Hiroshima, on ne peut qu'imaginer la dévastation qui aurait été provoquée si la météorite avait réellement atterri à Tcheliabinsk. Très probablement, si la totalité de la météorite avait frappé au lieu de seulement quelques fragments, Tcheliabinsk aurait été effacé de la carte, comme sur un atlas rapidement retouché sur Photoshop. Même si la météorite de Tcheliabinsk a explosé avant d'atteindre la Terre, ce fut une frayeur à 2 doigts de la catastrophe. À quel point était-ce proche? Les scientifiques estiment que la météorite a explosé à moins de 20 miles au-dessus de Tcheliabinsk, dispersant des fragments sur la région. Ce n'est pas très loin, c'est la distance entre 2 magasins Walmart.
Dans le domaine de l'astrophysique, où les objets interstellaires parcourent régulièrement des millions de miles lors de leur voyage cosmique, une différence de 20 miles est pratiquement insignifiante. La météorite de Tcheliabinsk s'est approchée au maximum sans impact direct, ce qui en a fait une catastrophe évitée de justesse. Heureusement que la météorite de Tcheliabinsk a explosé à 20 miles au-dessus du sol, car si elle avait vraiment frappé la ville, les conséquences auraient été extrêmement meurtrières. Avec un diamètre de 20 mètres et une vitesse de plus de 53 000 km/h, la météorite aurait pratiquement détruit Tcheliabinsk. D'après plusieurs modèles scientifiques, les chercheurs estiment que le nombre de victimes aurait approché le million de personnes, voire plus, toutes disparues en un éclair, littéralement. Des films comme Armageddon de Michael Bay ont donné à certaines personnes l'idée que si une météorite ou un astéroïde était en route pour percuter la Terre, les scientifiques pourraient le voir venir. Ils enverraient Bruce Willis et Ben Affleck le faire exploser dans le ciel avant qu'il ne cause de vrais dégâts. Nous célébrerions en écoutant Aerosmith. Comme toujours, les films n'ont pas vraiment vu juste. Les scientifiques préviennent depuis longtemps que des impacts de météorites ou d'astéroïdes plus gros peuvent arriver partout et à tout moment, sans grand préavis. Ce n'est pas très rassurant et c'est précisément ce qui s'est produit à Tcheliabinsk. En fait, la raison pour laquelle l'arrivée et l'explosion de la météorite de Tcheliabinsk ont été si surprenantes pour les habitants de la ville et des environs, c'est précisément parce qu'il était pratiquement impossible de la voir venir. À cause de son orbite, la météorite s'est approchée de la Terre du côté du Soleil. Tu ne peux pas regarder la télé avec le Soleil dans les yeux, alors imagine un objet céleste à des centaines de milliers de miles. Compte tenu de la petite taille de la météorite, il était impossible pour les astronomes de la voir avant qu'il ne soit trop tard. Les habitants de Tcheliabinsk ont d'abord remarqué l'extrême luminosité de la météorite. Juste avant d'exploser, la roche spatiale a illuminé le ciel du matin avec un énorme éclair, comme si Mötley Crüe allait monter sur scène. La boule de feu de la météorite était environ 30 fois plus brillante que le Soleil, ce qui, à titre de comparaison, est vraiment très lumineux. Tellement que cela peut réellement endommager votre vision. Ne regardez pas le Soleil. Et ce n'est pas hypothétique, c'est réellement arrivé. L'éclair a provoqué une cécité temporaire chez plusieurs observateurs, ainsi que des brûlures rétiniennes et cutanées chez ceux qui y ont été exposés. Une femme a même eu la peau du visage brûlée, comme par un peeling chimique de radiation cosmique, à cause d'une météorite qui a explosé à plus de 30 km au-dessus du sol. L'explosion de la météorite de Tcheliabinsk était impressionnante, mais ce qui a suivi était carrément effrayant. L'onde de choc causée par l'explosion a frappé la ville de Tcheliabinsk, brisant d'innombrables fenêtres et causant de sérieux dégâts structurels dans de nombreux bâtiments. La météorite a causé plus d'1 million de dollars de dégâts matériels. Le toit d'une usine s'est même effondré à cause de l'explosion. Heureusement, aucun décès n'a été signalé, mais plus de 1000 personnes ont été blessées, surtout à cause de bris de verre ou de chutes de débris. C'était comme la fin d'un film de super-héros, mais il est peu probable que cela devienne bientôt une attraction à Disneyland. L'explosion de la météorite de Tcheliabinsk a brisé des vitres et effondré des bâtiments, mais cela n'était que son impact local. Car même si la météorite est passée à 20 miles de la Terre, des gens du monde entier ont ressenti ses effets. En fait, la force de l'explosion était si puissante qu'elle a été enregistrée par un système de surveillance nucléaire jusqu'en Antarctique. La météorite de Tcheliabinsk n'était pas la première rencontre de la Russie avec une météorite presque mortelle. C'était plutôt comme l'une de ces suites qui sortent des décennies après le film original, un peu comme le Top Gun Maverick des événements célestes. La première rencontre a eu lieu le matin du 30 juin 1908, lorsqu'une puissante explosion a frappé près de la rivière Podkamenaya Tunguska, dans la région qui est aujourd'hui le kraï de Krasnoïarsk, en Sibérie. Les scientifiques ont estimé que l'explosion était plus puissante que 15 mégatonnes de TNT, ça fait beaucoup de commandes ACM. L'explosion a rasé plus de 2000 km² de forêt. L'événement de la Tunguska, comme on l'appelle dans la culture populaire, est considéré comme le plus grand événement d'impact de l'histoire documentée. Ils y font même allusion dans SOS Fantôme. Cependant, il convient de noter que bien qu'il soit classé comme un événement d'impact, aucun cratère d'impact n'a jamais été découvert. La théorie principale suggère qu'une météorite a explosé au-dessus de la zone,
comme à Tcheliabinsk. L'explosion aurait facilement été capable de détruire une grande zone métropolitaine densément peuplée. Grâce à la faible densité de population en Sibérie, aucune blessure mortelle n'a jamais été signalée. Fait intéressant, la météorite de Tcheliabinsk n'était pas la première rencontre de la région avec des météorites. Il s'agit de la pluie de météorites de Kounachov en 1949, au cours de laquelle au moins 20 météorites pesant au total 200 kg se sont abattus sur la région. Cet événement n'a pas causé autant de dégâts que celui de 2013, mais il a également été accompagné d'un effrayant bang supersonique. Vous imaginez que les chiens du quartier ont aboyé sans arrêt pendant au moins 3 heures. La météorite de Tcheliabinsk n'était peut-être pas connue de tous dans le monde entier, mais elle est devenue célèbre sur Internet. Presque immédiatement après l'événement, la météorite est devenue une véritable sensation virale. Avec des dizaines de vidéos apparaissant sur YouTube et d'autres réseaux sociaux peu de temps après l'explosion, on peut dire que sa montée vers la célébrité a été littéralement fulgurante. Les vidéos montraient une énorme boule de feu traversant le ciel, suivie quelques minutes plus tard d'une détonation assourdissante. Pourquoi autant de Russes filmaient-ils le ciel ce matin de février ? Des Russes pensaient-ils qu'une météorite frapperait Tcheliabinsk ? Quelqu'un avait-il parié des roubles là-dessus ? Non, en réalité, ils prêtaient attention à une situation bien plus terrestre. Vous voyez, la Russie a un gros problème de rage au volant et de fraude à l'assurance, ce qui a conduit à la prolifération massive des caméras embarquées dans les véhicules russes. Comme il y avait tellement de caméras embarquées sur les routes de Tcheliabinsk lors de l'explosion, la déflagration a été filmée sous plusieurs angles. Ces vidéos du météore ont rapidement été mises en ligne sur YouTube, et cet événement astronomique unique est devenu viral dans le monde entier. Contrairement à ce que voudraient vous faire croire les adeptes de la théorie des anciens extraterrestres, la Terre n'est pas envahie par la vie ou des objets venus d'ailleurs. Ainsi, les météorites, c'est-à-dire ce que nous appelons les météores ou les fragments de météores qui atteignent réellement la surface de la Terre, offrent une occasion rare aux scientifiques d'étudier des objets extraterrestres. L'explosion du météore de Tcheliabinsk a généré un nuage de poussière, de gaz et de nombreux petits fragments. Ces fragments ont attiré l'attention de plusieurs groupes de chasseurs de météorites. Ils se sont rapidement précipités sur la ville et ses environs à la suite de l'explosion, dans le but de retrouver tous les fragments de météorites qui auraient pu atteindre la Terre. Espérons qu'ils étaient tous habillés comme des chercheurs d'or d'autrefois. Ce n'était pas une compétition, mais les gagnants étaient variés. Qui a découvert les plus grands fragments à plus de 80 km au nord de la ville, sous un lac gelé? La puissance destructrice du météore de Tcheliabinsk a été un sérieux avertissement pour le monde. Pour plusieurs raisons, son arrivée s'est avérée être un moment important dans la façon dont la communauté scientifique considère les impacts de météorites. Après tout, si un météore explosant à 30 km au-dessus d'une ville peut causer de tels dégâts, une qui frappe réellement la Terre serait évidemment infiniment plus dévastatrice. Nous savons désormais que même un passage tout près de la Terre, lorsqu'un météore explose après être entré dans l'atmosphère, pourrait avoir des conséquences catastrophiques si l'objet était assez gros. Soudainement, les gens ont pris pleinement conscience de la multitude de menaces potentielles invisibles qui filent à travers l'espace et de notre capacité à repousser de telles menaces qui est pratiquement inexistante. Personne n'a vu venir la météorite de Tcheliabinsk, il est donc logique de penser que d'autres objets dangereux pourraient aussi menacer notre planète sans que nous en soyons conscients. En réalité, les astronomes détectent généralement des menaces comme les météorites, les astéroïdes et, espérons-le, les invasions extraterrestres. Mais depuis l'explosion de la météorite de Tcheliabinsk, développer la technologie nécessaire pour bien faire ce travail est devenu une priorité majeure. Après tout, Bruce Willis et Ben Affleck ne seront pas toujours là pour nous sauver. À la fin de l'année 79 de notre ère, le stratovolcan, connu sous le nom du mont Vésuve, est entré en éruption, déclenchant un cycle de chaos qui a anéanti les villes de Pompéi et d'Herculanum, ainsi qu'une grande partie de leurs habitants. Il y a eu de nombreuses éruptions volcaniques dévastatrices au cours de l'histoire, mais la catastrophe de Pompéi exerce une fascination particulière sur l'imaginaire collectif. Alors, aujourd'hui, nous allons examiner la chronologie de la vie, de la destruction et de la postérité de Pompéi.
Relativement parlant, une éruption du mont Vésuve n'est pas particulièrement difficile à prévoir. En fait, dans une période géologique donnée, le mont Vésuve entre en éruption assez régulièrement. Selon l'analyse des sédiments, cela s'est en fait produit plus de 50 fois depuis sa formation. Malgré ce danger, des établissements ont quand même été construits autour de la montagne par les humains. Les Grecs ont fondé la ville au 8e siècle avant J.C. Comnegro. Sous contrôle romain, elle est devenue une importante station de villégiature prospère. Elle était fréquentée par des touristes fortunés et les artisans qui répondaient à leurs besoins avaient une économie florissante et abritaient environ 20 000 habitants. En 79 de notre ère, la plupart des habitants de longue date de Pompéi se souvenaient encore du tremblement de terre de 62. La même activité sismique ayant causé l'éruption a aussi provoqué plusieurs jours de séismes peu profonds dans la région. Ils ont perturbé l'approvisionnement en eau de la ville en déplaçant les tuyaux fragiles venant d'une source voisine. Comme seulement 17 ans séparaient cet événement de l'éruption du Vésuve, les archéologues ont en fait retrouvé des réparations effectuées après le premier tremblement de terre dans les ruines laissées par la coulée du Vésuve. L'une des raisons pour lesquelles cette éruption en particulier est si bien connue, c'est grâce aux écrits d'un survivant. Le matin de l'éruption, Pline le Jeune étudiait dans la propriété de son oncle lorsque sa mère lui montra ce qui ressemblait à un nuage étrange et immense. Pline a écrit « Son apparence générale peut être comparée à celle d'un pin parasol, car il s'élevait à une grande hauteur sur une sorte de tronc, puis se divisait en branches. Par endroits, il semblait blanc, ailleurs tacheté et sale, selon la terre et les cendres qu'il transportait. » Ce que Pline voyait, c'était l'éruption initiale, lorsque le seul signe visible était un étrange nuage suspendu dans le ciel. À ce stade précoce, les habitants de Pompéi avaient encore le temps de fuir, et certains l'ont fait. Cependant, beaucoup sont restés chez eux, incertains de ce qui se passait. Ceux qui sont restés ont vécu une scène surréaliste. De la cendre tombait dans les rues comme de la neige. Elle recouvrait les bâtiments d'épaisses couches et s'accompagnait d'une température en hausse constante, atteignant environ 300 degrés Celsius, soit 572 degrés Fahrenheit. Historiens et scientifiques divergent sur la manière dont la plupart des habitants de Pompéi ont péri. Certains estiment qu'ils ont été étouffés progressivement par les cendres volcaniques, tandis que des théories plus récentes avancent qu'ils sont morts instantanément dans l'énorme vague de chaleur. Dans tous les cas, ça n'a vraiment pas l'air amusant. Dans ses lettres, Pline le Jeune relate les tentatives de son oncle pour sauver des personnes du Vésuve. Son oncle, Pline l'Ancien, commandait une flotte de navires en Méditerranée et il leur a ordonné de participer à des missions dans les villes tout le long de la côte. Sans peur ou par imprudence, selon votre point de vue, Pline l'Ancien s'est encore rapproché de la montagne. Mais il s'est vite rendu compte que des pierres tombaient sur les navires et que de la pierre ponce envahissait les eaux autour d'eux. Pline le Jeune a écrit « Ils étaient aussi en danger non seulement d'être échoués par la soudaine retraite de la mer, mais aussi à cause des énormes fragments qui dévalaient la montagne et obstruaient tout le rivage. » Les estimations montrent que les débris tombaient à 15 cm par heure. Ce rythme, bien que semblant faible, rendrait vite toute fuite impossible à cause de la cendre et de la pierre. Après la chute de cendres, des pierres ponces blanches sont tombées sur Pompéi. Quand les volcans ont projeté des couches plus profondes, la pierre ponce est devenue grise, accompagnée de calcaire et de lave. La menace de grosses pierres tombant du ciel gardait beaucoup de gens à l'intérieur. Les plus gros morceaux de pierre ponce, de calcaire et de roches de lave tombaient sur d'autres personnes alors qu'elles tentaient de s'échapper. Les scientifiques ont reconstitué les derniers instants de la tentative désespérée d'une famille pour survivre entre 13h et 19h. La façade de la maison de la famille s'est effondrée et les a forcés à se replier dans les pièces du fond. De la pierre ponce et des objets plus gros tombaient avec les cendres. Aussi effrayant que cela paraisse, être touché par des débris tombant du ciel était leur moindre souci. Le poids de tout cela a fait s'effondrer les maisons sur de nombreux habitants de Pompéi, comme le montrent les fractures retrouvées sur les crânes de ceux restés chez eux.
La cendre recouvrait chaque surface, des scories tombaient du ciel et de gros blocs de roche tombaient dans les bâtiments, piégeant les gens dans leurs maisons. Les habitants ont sans doute entendu les cris de leurs voisins souffrant chez eux, ce qui devait sembler la fin du monde. Pline le Jeune en était convaincu. Il a écrit « Beaucoup imploraient l'aide des dieux, mais encore plus pensaient qu'il n'y avait plus de Dieu et que l'univers était plongé dans une obscurité éternelle à jamais. Et si vous trouvez cela sombre, il a poursuivi en disant « J'avoue que je tire une maigre consolation de ma condition mortelle en croyant que le monde entier périssait avec moi et moi avec lui. » Quant aux Pompéiens, ils furent laissés à eux-mêmes dans un paysage dévasté, forcés de décider s'il valait mieux rester dans les maisons avec leurs toits qui s'effondraient ou sortir dans les champs sous les débris qui tombaient. Un groupe décida de sortir dans les champs, se protégeant du mieux qu'ils pouvaient. Ils sortirent alors, écrivit Pline, ayant des oreillers attachés sur la tête avec des serviettes. Et c'était là toute leur défense contre la tempête de pierre qui tombait autour d'eux. Aussi absurde que cela puisse paraître, c'était une décision intelligente, car ce qui attendait ceux qui restèrent de sur place était infiniment pire. Les citoyens de Pompéi et d'Herculanum, qui n'avaient boudé pas fui ou péri avant le soir, ont dû faire face à l'effet le plus dangereux du volcan, la coulée pyroclastique. Ce type de coulée est une concentration de cendres et de gaz surchauffés qui se déplace à environ 100 km à l'heure. Ces vagues peuvent atteindre des températures suffisamment élevées pour littéralement arracher la chair en quelques secondes. La première coulée a frappé vers minuit et a instantanément anéanti toute personne restée à Herculanum ou à Pompéi. De nombreux citoyens d'Herculanum étaient déjà morts ou avaient fui lorsque la dernière coulée a traversé la région. Pompéi, un peu plus éloigné, a peut-être eu des survivants après la première coulée, mais ils n'ont pas pu survivre aux dernières. Enfermés chez eux, ils ont sans doute toussé à cause des cendres ou des gaz, sauf si l'air brûlant les avait déjà terrassés. Beaucoup sont morts, mais la plupart ont réussi à fuir. Les survivants sans domicile se sont dispersés dans l'Empire romain et installés où possible. Les archives indiquent que beaucoup de réfugiés se sont mariés entre eux et établis dans d'autres villes. L'empereur Titus a soutenu financièrement les villes accueillant les réfugiés pour développer de nouvelles infrastructures. Cependant, aucune colonie romaine n'a jamais été rétablie à Pompéi. C'était probablement une décision intelligente. Contrairement à la croyance populaire, Pompéi n'était pas intacte avant d'être redécouverte. Peu de temps après les événements, les Romains ont pillé les ruines et pris ce qu'ils pouvaient. Même si le site avait déjà été fouillé, il restait une véritable mine d'or pour les archéologues. Les travaux débutèrent en 1748, mais les premiers efforts visaient surtout à extraire des trésors pour le roi Charles III d'Espagne. Pendant de nombreuses années, les fouilles ont été menées de manière imprudente et cupide. Les fouilleurs arrachaient les fresques des murs et endommageaient irrémédiablement le site à la recherche d'objets précieux. Après des années de mauvaise gestion, le site a été repris en 1863 par un archéologue nommé Giuseppe Fiorelli. Fiorelli a amélioré la méthodologie des fouilles de plusieurs façons importantes. Parmi ses innovations, il fouillait les bâtiments du haut vers le bas pour préserver les artefacts et minimiser l'impact sur le site. Fiorelli est aussi à l'origine des images les plus marquantes de Pompéi. Il a choisi d'utiliser des moulages en plâtre pour représenter les victimes. Leurs corps ont laissé des cavités dans la couche de cendres et Fiorelli a rempli ces cavités de plâtre, créant ainsi des modèles étrangement parfaits des habitants de Pompéi dans leurs derniers instants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée de l'air alliée a établi une base près du Vésuve dans le cadre d'une campagne en cours visant à perturber le contrôle aérien de l'Axe dans le nord de l'Italie. Les raids allemands troublaient déjà la région, mais ils n'étaient rien comparé au mont Vésuve. Une nouvelle éruption a commencé le 18 mars 1944. Tout comme en 79 de notre ère, une immense colonne de cendres s'est élevée dans le ciel. Des débris et des cendres sont de nouveau retombés sur Pompéi. Des coulées pyroclastiques ont dévalé la montagne, incendiant l'aérodrome. Des morceaux de lave, gros comme des balles de golf, seraient tombés à plus de 16 km. Bien que ce ne fût pas aussi dramatique que la destruction de Pompéi, c'était une très mauvaise nouvelle pour les Alliés,
qui ont perdu 88 avions et un aérodrome en une journée. Le 23 novembre 1980, un tremblement de terre a secoué Pompéi et les travaux de fouilles ont été interrompus. Cela a marqué un changement d'attitude à Pompéi. Après le séisme, les archéologues ont privilégié la documentation des ruines existantes à la fouille de nouvelles ruines. Les experts considèrent généralement cet événement comme le moment où les choses ont changé dans les fouilles. Un expert a déclaré que cela avait bouleversé tout le site et qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de choses ont commencé à s'effondrer. Le vrai changement a été le tremblement de terre, qui reste un problème. En 2010, de nombreux bâtiments excavés se sont effondrés faute de financement et à cause du mauvais temps. La Schola Armaturum, un centre d'entraînement pour les gladiateurs, s'est effondré, tout comme une section importante du mur d'enceinte de Pompéi. L'archéologue de Pompéi, Alex Barbet, a déclaré « La situation est critique ». En 2011, il n'y avait que 5 conservateurs qualifiés pour s'occuper de Pompéi. Le drainage posait problème et il y avait un énorme retard dans les travaux d'entretien nécessaires. Aujourd'hui, aucune nouvelle fouille n'est autorisée à Pompéi, sauf de rares exceptions. La majorité des travaux portent sur la conservation car les archéologues ignorent la date du prochain séisme. Le mont Vésuve est actuellement surveillé en permanence. Un observatoire sur la montagne surveille les émissions de gaz et l'activité sismique afin de repérer tout signe d'éruption pour de bonnes raisons. Le Vésuve est un volcan actif et finira par entrer à nouveau en éruption. Les conséquences d'un tel événement pourraient être cataclysmiques et 3 millions de personnes vivent dans la zone de danger du volcan. Une éruption majeure pourrait être dévastatrice pour ces personnes et provoquer une crise de réfugiés. Le 2 septembre 1666, peu après minuit, un incendie s'est déclaré dans une boulangerie de Pudding Lane, dans la ville de Londres. Des vents violents ont rapidement propagé les flammes et au final, 80% de la ville serait consumée. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé juste après la destruction de Londres par le grand incendie de Londres de 1666. En 1666, l'Angleterre était en guerre à la fois contre les Français et les Hollandais. Après l'incendie qui a ravagé la ville, beaucoup y ont vu le prélude délibéré à une invasion par l'une de ces puissances, déclenchant une vague de violence anti-immigrés. Une foule a attaqué une boulangerie hollandaise. Un Français a été brutalement battu avec une barre de fer et un diplomate suédois n'a échappé de justesse à la pendaison que grâce à l'intervention rapide du duc d'York. Une rumeur affirmait que les Français avaient provoqué les incendies avec des explosifs, déclenchant des violences anti-françaises. Plusieurs personnes ont été tuées ou blessées, dont une Française attaquée par une foule, la croyant porteuse d'explosifs dans son tablier. Un Français a été attaqué car ses balles de tennis ont été confondues avec des bombes. Au moment où l'incendie a été éteint, 80% de la zone à l'intérieur des murs médiévaux de la ville avait été complètement détruite. Il ne restait que quelques ruines de pierre et 65 000 personnes s'étaient retrouvées sans abri. Pour compliquer les choses, juste après l'incendie, le sol était trop chaud pour qu'on puisse marcher dessus. La population sans abri n'avait guère d'autre choix que de camper dans les champs à l'extérieur des murs. Avec le temps, de plus en plus de personnes commencèrent à partir et à se rendre dans d'autres quartiers de la ville ou même dans d'autres villes et villages. La grave pénurie de logements eut des conséquences prévisibles. Les loyers à Londres ont explosé. En quelques jours, les coûts de location avaient augmenté de 200% et en quelques semaines, le prix d'une maison avait été multiplié par 10. Les prix élevés allaient devenir la norme pendant plusieurs années. Même commerçants et artisans londoniens devaient accepter ces tarifs incroyables de leurs propriétaires. Peu de temps après l'incendie, Robert Hubert, âgé de 26 ans et fils d'un horloger anglais, a été arrêté alors qu'il tentait de fuir le pays. Il a rapidement avoué à la police qu'il faisait partie d'un gang français déterminé à détruire Londres et qu'il avait déclenché le grand incendie en leur nom. Satisfait d'avoir attrapé le coupable, Hubert a été jugé. Cependant, lors du procès, l'histoire de Hubert a changé et des incohérences ont commencé à apparaître.
Les preuves ont montré qu'Hubert n'était même pas à Londres lors de l'incendie. Cela aurait pu affaiblir l'accusation, mais ce ne fut pas le cas. Hubert a été reconnu coupable et pendu. Son exécution eut lieu quelques semaines après l'incendie. S'attaquer aux immigrés et faire de personnes manifestement innocentes des boucs émissaires n'était que le début de la paranoïa. La destruction a également exacerbé les divisions déjà existantes dans la société londonienne, comme l'animosité de longue date entre les protestants et les catholiques. Peu après l'incendie, le gouvernement a créé une commission officielle pour enquêter sur la cause. La commission a recueilli des témoignages du public et une grande partie visait clairement à faire porter la responsabilité sur les catholiques. Un homme nommé William Tisdale a témoigné avoir entendu un papiste irlandais avertir que septembre 1666 apporterait une triste désolation à Londres. Un homme de Radcliffe a juré que, des mois avant l'incendie, il avait entendu un catholique se demander si Londres ne brûlerait pas en 66, et ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. La suspicion envers les catholiques pour l'incendie a persisté plus d'une décennie. Aussi tard qu'en 1681, un quartier local a érigé une plaque où l'on pouvait lire « Ici, avec la permission du ciel, l'enfer s'est déchaîné sur cette ville protestante à cause des cœurs malveillants de barbares papistes. » La plaque est restée en place jusqu'au milieu du siècle suivant et a été retirée non pour son caractère anticatholique, mais parce que les passants qui la lisaient gênaient la circulation. Si vous croyez qu'après ces accusations, découvrir la vraie cause de l'incendie ramènerait la raison, vous ne connaissez pas assez les habitants du Londres médiéval. Au fur et à mesure que les faits se sont précisés, il est devenu évident que l'incendie avait commencé dans une boulangerie, puis s'était propagé de Pudding Lane à Pea Corner. Les prédicateurs de la ville ont blâmé la gourmandise des habitants et averti que Dieu enverrait d'autres incendies si elle persistait. Sérieusement, nous n'inventons rien. Ils ont même érigé une statue connue sous le nom de Golden Boy de Pea Corner à cet endroit pour rappeler aux Londoniens d'éviter la gourmandise. L'incendie a tout bouleversé à Londres, modifiant aussi sa lutte contre les incendies futurs. À l'époque, on luttait contre ces incendies en créant des coupe-feux, en détruisant les bâtiments sur la trajectoire des flammes, les privant de combustible. Mais l'incendie de 1966 s'est propagé trop vite pour que les coupe-feux fonctionnent. De plus, l'eau de la ville circulait dans des conduites en bois, adéquates en temps normal mais désastreuses lors des incendies. Après la catastrophe, Londres allait instaurer un système de défense contre les incendies bien plus efficace. Cet effort incluait de nouvelles lois, des technologies, la création d'une brigade de pompiers et l'installation de bouches d'incendie en ville. C'était un grand pas en avant. Le grand incendie de 1666 a détruit des monuments tels que la cathédrale Saint-Paul et la Bourse royale, ainsi que plus de 13 000 maisons et 87 églises paroissiales et Nelin Sordelio. Au total, les dégâts ont été estimés à environ 10 millions de livres, ce qui équivaut aujourd'hui à plus de 2,5 milliards. En vertu du Fire of London Dispute Act, le gouvernement a rapidement mis en place un tribunal spécial dont le seul but était de régler les différends entre propriétaires, locataires et autres occupants des bâtiments incendiés. Le tribunal favorisait les propriétaires et décidait souvent que propriétaires et locataires devaient payer le loyer même pour des maisons détruites ou inhabitables. Comme la pluie incite à acheter des parapluies, un grand incendie pousse à souscrire une assurance incendie. En effet, un médecin londonien nommé Nicolas Barbin a créé la première compagnie d'assurance incendie à la suite de la catastrophe. La compagnie, comme ses homologues modernes, promettait de rembourser les assurés pour les dommages causés par de futurs incendies. Le grand incendie a servi de publicité montrant au public que leurs pertes auraient été couvertes avec une assurance comme celle qu'il offrait. Être titulaire d'une police d'assurance offrait encore plus d'avantages. La compagnie de Barbin avait sa propre brigade de pompiers. Les maisons protégées recevaient une plaque d'assurance incendie et si un feu se déclarait, la compagnie envoyait la brigade pour sauver toutes les maisons portant cette plaque. Celles qui ne portèrent pas la plaque étaient laissées à brûler.
En se reconstruisant, Londres a voulu éviter de répéter ses erreurs passées. La loi londonienne sur la construction de 1667 a fixé de nouvelles normes qui ont façonné l'apparence de la ville pour des siècles. La loi interdisait les matériaux inflammables tels que façades en bois et toits de chaume. Elle réglementait aussi la largeur et la forme des rues de Londres pour faciliter la protection contre les incendies. Une équipe spéciale d'arpenteurs, financée par la nouvelle loi, appliquerait ces réglementations. Ils deviendraient les premiers vrais inspecteurs du bâtiment au monde. La cathédrale Saint-Paul, symbole de Londres, voyait les habitants entasser leurs meubles dans son cimetière pour les sauver lors de l'incendie. Heureusement, cela n'a fait qu'alimenter les flammes et la cathédrale a été complètement détruite. Une fois terminée, l'église confia à Christopher Wren la refonte et la reconstruction de la cathédrale Saint-Paul. Wren travaillait déjà avec l'église et venait tout juste de soumettre ses plans pour améliorer l'architecture existante. Désormais, il allait devoir repartir de zéro. Wren consacra le reste de sa vie à la reconstruction de la cathédrale et y fut enterré à sa mort en 1723. Tout le monde savait que Londres serait reconstruite après l'incendie et la concurrence était forte pour diriger ses travaux. Quelques jours après l'incendie, le roi Charles II recevait déjà des plans de reconstruction de l'architecte Christopher Wren, futur reconstructeur de la cathédrale Saint-Paul, du philosophe naturel Robert Hooke, connu pour la découverte des cellules, et du célèbre arpenteur Peter Mills. Charles, pour sa part, craignait qu'il soit peu pratique de choisir un plan avant d'avoir effectué un relevé précis de la ville. Ainsi, il a rejeté toutes les propositions et a ordonné ce relevé. En seulement 4 ans après l'incendie, les habitants de Londres avaient déjà remplacé 6 000 des 13 000 maisons qui avaient été détruites. Tout a été construit selon les nouveaux codes du bâtiment. Alors que le Londres médiéval était en bois, la nouvelle ville fut faite de briques et de pierres. Là où l'ancienne ville avait des toits de chaume, la nouvelle en avait en tuiles. Les maisons étaient aussi plus grandes. Le nouveau code limitait les bâtiments à 4 étages, poussant les riches marchands à acheter de plus grands terrains pour y bâtir leurs demeures. En 1671, la ville a commencé à ériger un monument au grand incendie de Londres. Conçu par Christopher Wren lui-même, le monument se dresse près de l'endroit où l'incendie a commencé. Le monument commémore l'incendie, mais il sert aussi à rappeler que les habitants de Londres ont finalement triomphé du désastre et ont survécu. Une inscription sur le panneau sud du monument indique « On voit de la hâte partout, Londres renaît, mais on doute que ce soit avec plus de rapidité ou de magnificence. » 3 ans suffisent à accomplir ce qu'on pensait être l'œuvre de toute une époque. Les sécheresses et les famines comptent parmi les pires catastrophes naturelles de l'histoire, anéantissant une grande partie de la population dans les régions touchées. Contrairement à d'autres catastrophes naturelles, les sécheresses et famines peuvent aussi être causées par l'homme, suite à une mauvaise gestion des ressources et des politiques cruelles menées par les dirigeants. Alors, aujourd'hui, nous allons examiner les pires sécheresses et famines de l'époque moderne. Les problèmes économiques persistants issus de la Première Guerre mondiale, la sécheresse généralisée et 5 années de guerre civile ont entraîné une famine dévastatrice qui a touché environ 30 millions de Russes tout au long de l'année 1921. La famine s'était installée depuis des années et les révolutionnaires communistes ont en partie orchestré la crise pour leurs profits politiques. Les paysans et agriculteurs indépendants étaient alors vus comme une menace à la transition des Russes vers le communisme. À partir de 1917, les responsables communistes avaient commencé à saisir la nourriture des pauvres dans le but de affamer délibérément la population. Cela a rendu les causes naturelles de la famine encore plus dévastatrices. Les responsables russes sont peu intervenus et ont volontairement laissé les paysans mourir de faim, car c'était leur objectif dès le début. Le chaos qui en a résulté a conduit à des rapports dans toute la région, ainsi qu'à des épidémies de choléra et de typhus. Finalement, les bolcheviks ont dû solliciter l'aide des nations occidentales, ce qu'ils voulaient éviter. Cela montre à quel point la situation était grave. Bien qu'une grande partie des dégâts aient déjà été causés, des forces extérieures ont réussi à ralentir la progression de la famine et à fournir une aide massive à travers le pays. C'est un rappel brutal jusqu'où certains sont prêts à aller pour leurs convictions politiques, un thème fréquent dans cet épisode. Le Dust Bowl, grave sécheresse et pénurie alimentaire, a ravagé les grandes plaines du sud des États-Unis,
dans les années 1930 et imposé Les raisins de la colère sur les listes de lecture estivales de plusieurs générations de collégiens, peut-être son crime le plus flagrant. Le Dust Bowl était dû en partie à des facteurs naturels, mais l'activité humaine a clairement aggravé la catastrophe. En 1862, le Homestead Act, destiné à encourager les gens à s'installer dans les grandes plaines du Sud, accordait aux colons qui migraient 160 acres de terre. Les spéculateurs fonciers et les émigrants pensaient que l'agriculture pouvait modifier le climat local, rendant la région favorable. Ce n'était pourtant pas vrai. Et les premiers colons ont en réalité empiré les conditions en labourant les prairies indigènes dans une tentative infructueuse de faire pousser des cultures. La grave sécheresse de 1931 a aggravé la situation, causant des tempêtes de poussière qui ont balayé le pays. La poussière venue des plaines du Sud s'est répandue au loin. Des régions comme New York City et Washington, D.C. ont connu des tempêtes de poussière qui assombrissaient le ciel et s'infiltraient dans les bâtiments. Faire un bonhomme de neige en poussière n'est pas aussi amusant qu'on le pense. De nombreux décès sont dus à la pneumonie causée par la poussière, entraînant des troubles respiratoires et des douleurs thoraciques. Le Dust Bowl a profondément modifié la démographie américaine. Les États affectés, surtout l'Oklahoma, ont perdu des milliers d'habitants à cause de la détérioration des conditions. Pendant ce temps, la Californie a reçu un afflux massif de nouveaux arrivants. La migration du Dust Bowl reste la plus grande migration de masse de l'histoire des États-Unis. Touchant principalement l'Ukraine, la famine soviétique de 1932 est appelée par certains l'Holodomor, un terme qui se traduit par extermination par la faim, et non un personnage de Game of Thrones. Les historiens jugent Joseph Staline principalement responsable de la famine, soulignant qu'il n'était pas un homme du peuple. Staline voulait transformer radicalement le pays, et par une stratégie cruelle, décida d'éliminer les paysans ukrainiens. Ce terme n'est pas rassurant de la part d'un dictateur. Il a d'abord exigé que tous les habitants de la campagne soviétique suivent une structure gouvernementale collectiviste. Pour éliminer les paysans vendant de la nourriture à des fins lucratives, les troupes soviétiques sillonnaient la campagne ukrainienne et confisquaient leurs récoltes. L'objectif était de provoquer une famine pour affamer les paysans. Les conséquences furent terribles, la famine a touché toute l'Ukraine et des millions de personnes sont mortes. Des rapports mentionnent des cadavres dans les rues, des paysans mendiant de la nourriture dans les magasins communistes, et la Russie reste toujours silencieuse sur cette famine provoquée par l'homme. La manière dont la Russie traite l'Ukraine ne s'est guère améliorée. Les responsables russes ont même carrément nié que la famine ait eu lieu, et elle reste peu connue dans le monde occidental, sauf pour ceux qui sont assez malins pour écouter Weird History. On peut avoir un peu d'applaudissements ? Même si cela n'est pas largement reconnu en Chine aujourd'hui, une sécheresse en 1942 suivie d'une famine a entraîné la perte de millions de vies entre 1942 et 1943 dans la province du Honan. À cette époque, les troupes japonaises occupaient la plupart de la région. Et lorsqu'une sécheresse a frappé la région, ces deux facteurs ont affecté la production agricole, entraînant une famine massive et de nombreux décès dus à la faim. Une force d'occupation et une sécheresse nuisent à l'agriculture. À l'époque, la Chine manquait de moyens pour résoudre ce problème. Les résultats furent dévastateurs. Les journalistes partis en Chine pour couvrir la famine ont vu des gens mourant de faim dans les rues, des chiens mangeant des cadavres et des preuves. Pendant la famine du Bengale de 1943, l'Inde était encore sous contrôle britannique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement britannique exportait beaucoup de nourriture d'Inde pour nourrir sa population. De janvier à juillet, l'Inde a exporté plus de 70 000 tonnes de riz vers la Grande-Bretagne. Winston Churchill a refusé d'exporter de la nourriture vers l'Inde en retour, affirmant qu'un manque de navires l'en empêchait. On ignore si c'était vrai, mais c'est très commode pour les Britanniques. La famine dévastatrice fut pour beaucoup l'une des pires violations des droits de l'homme subies par l'Inde sous le colonialisme britannique. Les survivants ont décrit les effets horribles de la famine. Certains parents ont jeté leurs enfants dans des puits ou rivières pour leur éviter la faim, d'autres se sont suicidés. Au Bengale, de nombreux cadavres jonchaient le sol et des chiens s'en nourrissaient souvent. Le rythme soutenu des exportations a ralenti et la Grande-Bretagne a aidé en novembre en envoyant orge et riz. Heureusement, ces envois ont réussi à mettre fin à la famine d'ici la fin de l'année. Le grand bond en avant de la Chine était une campagne économique lancée en 1958 dans le but de transformer le pays d'une économie agraire en un État communiste plus industrialisé.
C'était aussi la cause principale de la grande famine chinoise qui, malgré son nom, n'a pas été si grande pour ceux qui l'ont vécue. Cette épreuve reste un sujet controversé en Chine et le gouvernement chinois interdit même la plupart des livres concernant la famine. En résumé, en avril 1959, la population chinoise a été contrainte d'abandonner ses tâches habituelles, comme l'agriculture, pour se concentrer principalement sur la production d'acier afin de rattraper les États-Unis et la Grande-Bretagne. La nourriture est devenue très rare, touchant surtout la population paysanne. De nombreuses familles se sont retrouvées presque sans rien à manger. Alors que des millions mouraient de faim, les survivants ont pris des mesures désespérées, allant jusqu'à manger des restes humains. Largement médiatisé en Occident dans les années 1980 et donnant naissance à des chansons caritatives de célébrités comme Do They Know It's Christmas et We Are the World, la famine éthiopienne de 1984 et 1985 a exposé 5 millions de personnes au risque de mourir de faim. Mais elle a en réalité commencé en 1981 lorsqu'une grave sécheresse a détruit les récoltes. En conséquence, la récolte de 1984 n'a pas suffi à nourrir la population et la famine s'est rapidement installée, aggravée par les effets d'une guerre civile qui durait depuis des décennies. Malgré la diffusion mondiale d'images d'enfants affamés, les nations occidentales ont tardé à intervenir à cause du gouvernement controversé. Finalement, les agences de secours et d'aide du monde entier ont commencé à faire pression sur diverses nations occidentales, en particulier le Royaume-Uni, pour qu'elles viennent en aide à ce pays en difficulté. L'aide internationale a commencé à affluer et des organisations caritatives indépendantes ont également collecté des fonds pour l'Éthiopie. En 1985, la situation a commencé à s'améliorer et les pires effets de la famine étaient du passé. Malheureusement, le monde ressent encore les effets de Do They Know It's Christmas à chaque saison des fêtes. La famine qui a frappé la Corée du Nord dans les années 1990 reste énigmatique. En raison de la nature isolée du pays, les connaissances mondiales sur ce qui s'est passé sont limitées et la Corée du Nord elle-même n'a jamais reconnu publiquement la catastrophe, typique de la Corée du Nord. La cause exacte, les dates et le nombre de morts demeurent inconnus, mais des rapports de Nord-Coréens affamés, errant dans les rues, ont circulé durant les années 1990. Les origines de la famine remontent probablement à 1948 lors de la fondation du pays. Le climat et les terres agricoles nord-coréens étant peu propices aux cultures, le pays dépendait beaucoup des importations alimentaires soviétiques. Cependant, la chute de l'Union soviétique a considérablement réduit l'accès de la Corée du Nord à ces ressources bon marché et fiables. De plus, le pays, fondé dans l'esprit d'une autosuffisance totale, a largement refusé toute aide extérieure. Cela, ajouté aux inondations causées par des conditions météorologiques chaudes, a considérablement réduit les réserves alimentaires. La Corée du Nord a finalement demandé une aide alimentaire internationale, atténuant ainsi partiellement la famine. La Corée du Nord dépend encore de l'aide internationale pour nourrir sa population. Les estimations des victimes de la famine vont de centaines de milliers de morts à entre 1 et 3 millions. Les effets de la sécheresse de 2006 en Syrie se font encore sentir, ce qui rend difficile de comptabiliser le nombre de vies perdues. Les scientifiques citent le changement climatique, les variations naturelles de température et des pratiques agricoles non durables comme cause principale. Des études récentes montrent un lien fort entre les changements de température mondiaux et les pénuries d'eau en Syrie. La sécheresse en Syrie a été un facteur majeur ayant contribué aux troubles politiques dans le pays. De nombreux Syriens ruraux, privés de nourriture et d'autres ressources, se sont rendus dans les villes à la recherche de quoi se nourrir. Cela s'est produit juste après que des millions de réfugiés fuyant la guerre en Irak ont provoqué un choc démographique majeur en 2006. Cette pression a contribué au soulèvement de Bachar el-Assad en 2011 et à la guerre civile qui a ensuite dévasté le pays. Une grave sécheresse en 2011 a provoqué une famine dans toute l'Afrique de l'Est, touchant principalement la Somalie. On estime que 260 000 personnes ont péri, et pas seulement à cause des conditions de famine. L'aide des pays occidentaux est arrivée lentement, en partie parce que le groupe islamiste militant Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, contrôlait la Somalie à l'époque. Al-Shabaab a nié la famine et interdit l'aide occidentale, laissant la famine s'étendre ailleurs. L'aide est finalement arrivée et la famine a pris fin en 2012, mais la lenteur de la réponse a permis sa propagation en Afrique de l'Est, augmentant le nombre de morts. Bien qu'aucune vie n'ait été perdue, la sécheresse espagnole de 2014 a soulevé des inquiétudes pour l'avenir.
Lors de la pire sécheresse depuis plus de 150 ans, l'Espagne a enregistré seulement 25% des précipitations moyennes dans plusieurs grandes villes. Les réserves d'eau se sont fortement épuisées, alors que les réservoirs sont habituellement remplis entre 70 et 90% de leur capacité. Un grand réservoir est tombé à seulement 54%. Que vous voyez le réservoir à moitié plein ou vide, son niveau reste trop bas pour rassurer. Avec le changement climatique, l'avenir de la région est incertain. De nombreux scientifiques annoncent des sécheresses plus graves. Par exemple, le sud-ouest des États-Unis subit actuellement une sécheresse qui dure depuis 20 ans et qui est la plus sèche depuis 1200 ans. En d'autres termes, il serait peut-être temps d'investir dans Evian. Tout le monde sait que le plus grand danger dans ce monde, c'est qu'à tout moment, sans prévenir, on peut être pris dans l'aspiration rapide des sables mouvants. Ou du moins, c'est ce que l'on ressentait quand on était enfant. En réalité, les dangers des sables mouvants et la probabilité d'en rencontrer ont été largement exagérés par les films et la télévision. Alors pourquoi en avions-nous tous si peur? Et qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien, aujourd'hui, nous allons plonger dans les détails pour répondre à la question « Pourquoi avions-nous tous si peur des sables mouvants quand nous étions enfants ?» D'accord, essayons de ne pas nous laisser submerger. Il y a de fortes chances que lorsque vous imaginez des sables mouvants, vous ayez en tête une image tirée d'un film ou d'une série télévisée. Pendant des années, les sables mouvants représentaient une menace constante pour les stars d'action, héros de fantasy et mascottes de dessins animés au cinéma et à la télévision. Qu'il s'agisse des dangers du marais de feu dans Princess Bride, d'une punition chez les Schtroumpfs ou de ce qui vous enverrait en thérapie dans L'Histoire sans fin, les sables mouvants étaient très présents dans les divertissements des années 80. Tout au long de la décennie, un film sur 75 sorti en salle comportait une scène de sable mouvant, et à chaque apparition, cela semblait différent de la fois précédente. Parfois, le piège de sable mouvant engloutissait tout instantanément. D'autres fois, c'était un processus long et interminable. Nos héros pouvaient se mettre en sécurité ou le personnage excentrique ne pas survivre. Le sable pouvait être doux, fin, épais ou boueux. Parfois, ce n'était même pas du sable, mais de la boue, du goudron ou toute substance gluante retenant notre personnage. Les possibilités pour les sables mouvants étaient infinies, mais l'effet était toujours le même. Le public était horrifié. L'idée que l'on puisse marcher tranquillement et soudain se retrouver en train de s'enfoncer dans le sol n'était pas agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela faisait appel à notre instinct animal prêt à tout pour survivre. Plus profondément, les sables mouvants symbolisaient la peur de l'inconnu. Cette époque en mutation pouvait être effrayante. Explorer des lieux étranges et inconnus et affronter des dangers cachés est aussi effrayant qu'excitant. Ce qui est peut-être une autre raison pour laquelle les sables mouvants étaient aussi souvent représentés à cette époque. Mais les années 80 n'étaient pas l'âge d'or des sables mouvants que nous imaginons. Ce n'était ni le début, ni l'apogée de cette tendance. Bien sûr, tous ces films et séries ont apporté leur propre touche au phénomène pour répondre aux besoins de leur scénario, mais ils ne faisaient que suivre les traces bien établies des médias qui les ont précédés. Et lorsqu'il n'y a qu'une série d'empreintes, cela signifie que quelqu'un est tombé dans des sables mouvants. Une des premières représentations des sables mouvants vient d'une bande dessinée millénaire relatant des événements précédant la conquête normande de l'Angleterre. L'un de ces événements fut le sauvetage de 2 soldats par celui qui allait devenir le roi Harold, qui les a tirés d'une boue profonde. 500 ans plus tard, les romanciers, poètes et dramaturges anglais faisaient fréquemment mention des sables mouvants dans leur littérature, avec des auteurs comme Shakespeare décrivant le duc Clarence et Henri VI comme un sable mouvant de tromperie. Au XIXe siècle, la littérature américaine faisait référence aux gouffres dans le Far West. Et enfin, dans les années 1960, cette catastrophe pas si naturelle atteignait un sommet de popularité. Dans le monde réel, la guerre du Vietnam était devenue inextricablement liée à l'idée des sables mouvants, en référence au fait d'entraîner les Américains dans un conflit qui s'intensifiait et dont il n'y avait aucune issue. C'est au cinéma que les sables mouvants ont vraiment marqué la conscience du public. Le classique de 1962 Lawrence d'Arabie est aujourd'hui considéré comme une référence cinématographique et a remporté 7 Oscars l'année de sa sortie, dont le très convoité prix du meilleur film. Le film comprend une scène où un garçon est englouti en quelques secondes par des sables mouvants, mais son chameau survit. On ne peut pas en dire autant d'Artax. Et l'histoire sans fin.
Peut-être que si tu avais laissé le cheval sortir des sables, tu aurais gagné 7 Oscars au lieu d'un seul Saturn Award. Je dis ça comme ça. Néanmoins, même si Lawrence d'Arabie n'a pas été le premier à utiliser des sables mouvants pour des scènes palpitantes, il a certainement contribué à les populariser. À la fin des années 1960, 3% de tous les films produits contenaient des sables mouvants. Ça ne paraît peut-être pas énorme, mais ça fait quand même un film sur 35 sur une période de 10 ans. Bien que la tendance ait ensuite diminué, il restait beaucoup de sable à disperser. Nous avons vécu 3 décennies de ce genre de film jusqu'à ce que nous ayons l'impression d'être nous-mêmes coincés dans des sables mouvants, condamnés à être complètement engloutis par eux. Heureusement, Hollywood nous a sauvés d'une mort certaine. Dans les années 1990, les sables mouvants avaient disparu des films et de la télévision. Il avait été englouti par les sables du temps et ne refaisait généralement surface que pour être moqué et parodié comme un clin d'œil loufoque à l'ancienne façon de faire des films d'aventure. Lost était l'une des séries télé les plus populaires vers 2005. Si vous ne l'avez pas vue, elle raconte l'histoire de survivants échoués sur une île mystérieuse après un crash d'avion. Et en plus d'assommer son public avec de nouvelles énigmes et indices à chaque épisode, il y avait aussi pas mal d'action et d'aventures. Maintenant, on pourrait penser que l'aventure sur une île déserte serait l'endroit idéal pour ajouter des sables mouvants périlleux. Mais aucun des personnages n'en a jamais rencontré. Bien sûr, ils ont trouvé des ours polaires et des voyages dans le temps, mais pas de sable mouvant. En 2010, le producteur exécutif de Lost, Carlton Hughes, s'est exprimé sur l'absence de sable mouvant dans la série. Selon Hughes, nous étions un peu inquiets que cela soit tout simplement ringard. Ça semblait trop cliché, ça paraissait démodé. Pour réitérer, les créateurs de Lost ont estimé qu'ajouter des sables mouvants à leur série sur des monstres de fumée géants et des pouvoirs surhumains inexpliqués était trop ridicule. Les sables mouvants étaient devenus le souffre-douleur culturel du nouveau millénaire, critiqué bien avant 2010, pour plus que leur statut d'effet de mode usé. En 2004, l'émission populaire Mythbusters, qui suivait une équipe d'ingénieurs réalisant des expériences scientifiques spectaculaires pour tester des théories populaires ou des scènes issues de la culture pop, s'est attaqué au concept des sables mouvants qui engloutissent rapidement et l'a démystifié. Indiana Jones a peut-être escaladé son plus grand ennemi pour sortir d'un piège de sable mouvant dans le royaume du crâne de cristal en 2008, mais à ce moment-là, l'équipe de Mythbusters avait déjà déterminé qu'il était impossible que quelqu'un perde réellement la vie à cause de ça, peu importe à quel point il essaierait, donc n'ayez aucune crainte. Non seulement les sables mouvants sont un élément d'action dépassé d'une époque révolue d'Hollywood, mais en réalité, ils ne sont pas du tout mortels. Enfin, en quelque sorte. Il y a un gros astérisque à côté de cette affirmation qu'il faut expliquer. Les Mythbusters avaient raison, les sables mouvants ne tuent pas en eux-mêmes. Les sables mouvants se trouvent presque partout avec de l'eau ou du sable, un élément clé. Les fosses réelles mesurent rarement plus de quelques pieds de profondeur. Et à cause de la flottabilité du corps humain, vous ne pourriez de toute façon pas y couler. Heureusement, les fosses de sable mouvant sont aussi assez faciles à repérer, car elles prennent une consistance presque gélatineuse lorsqu'elles ne sont pas dérangées. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont complètement inoffensives. En réalité, les sables mouvants ont joué un rôle dans 2 décès récents et tragiques. Le véritable danger des sables mouvants, c'est qu'ils peuvent vous piéger sur place, ce qui vous rend vulnérable à la faune et aux éléments. Si vous êtes seul, cela peut être particulièrement dangereux, mais ce n'est pas une condamnation à mort. Beaucoup, comme un homme de 78 ans en Floride, en 2016, ont survécu aux sables mouvants en criant à l'aide jusqu'à l'arrivée de secours. Mais cet homme a aussi eu de la chance. Car pour survivre aux sables mouvants, l'emplacement est crucial. Si l'endroit où vous êtes piégé se trouve près d'un plan d'eau avec une marée montante, vous pourriez vous retrouver dans de sérieux ennuis. C'est exactement ce qui s'est passé en 2015 lorsque José Rey Escobedo, âgé de 50 ans, s'est noyé après être resté coincé dans des sables mouvants sur la rivière San Antonio. Les autorités ont finalement découvert son corps après 3 jours, toujours coincé dans le sable. Puis en 2023, un étudiant de 20 ans nommé Zachary Porter a été piégé dans de la boue jusqu'à la taille le long du bras Ternighan en Alaska. Bien que ses amis aient immédiatement appelé le 911, les secouristes n'ont pas pu l'atteindre avant que la marée ne monte et Porter s'est noyé. Comment exactement de telles tragédies se produisent-elles ? Eh bien, puisque les sables mouvants ne sont qu'un mélange d'eau et de sable densément compacté, leur consistance ressemble davantage à de l'argile.
La friction entre les particules diminue et la masse ne garde pas sa forme si elle est perturbée par le poids d'un pied d'humain. Au lieu de résister à la force, elle l'absorbe, littéralement. Il existe aussi une version sèche, des sables mouvants qui ne se produisent pas aussi souvent dans le monde réel, mais qui ont été simulés en toute sécurité dans des environnements de laboratoire. Les sables mouvants secs se forment quand le sable est mêlé d'air, créant un effet sans friction comme les sables mouvants compacts. Dans ce cas, lorsqu'il est perturbé par une pression extérieure, le sable s'effondre sur lui-même, vous entraînant avec lui dans un engloutissement digne de Laurence d'Arabie. Dans tous les cas, humide ou sec, une fois que vous êtes dedans, il est difficile mais pas impossible d'en sortir. Si jamais vous vous retrouvez à vivre un cauchemar digne d'un film des années 80 dans la vraie vie, souvenez-vous que tout espoir n'est pas perdu. Tout d'abord, essayez d'éviter de rester coincé en évitant ces zones de terre gélatineuses le long des rives et des plages. Mais si vous vous retrouvez déjà enlisé, il y a encore quelque chose que vous pouvez faire. Si vous voulez vraiment vous libérer des sables mouvants, la première étape est de rester calme. S'agiter et remuer le sable pourrait vous faire enfoncer davantage. L'astuce consiste à vous pencher en arrière, à répartir votre poids autant que possible et à faire de petits mouvements réguliers et répétés avec vos jambes. Cela devrait introduire suffisamment d'eau et de friction dans le sable entre vos jambes pour que vous puissiez vous dégager. Et une fois que vous avez affronté les mares de sable mouvant, il ne vous reste plus que les rousses. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne pensons pas qu'ils existent. Alors, qu'en pensez-vous ? Aviez-vous peur des sables mouvants quand vous étiez enfant ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de nos autres vidéos de Weird History.